copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, on se retrouve pour vous parler des films qui font l'actualité. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale qu'on vous propose, une émission bonus 100% consacrée à Avatar, la voix de l'eau, sortie ce mercredi 14 décembre. Alors, comme d'hab, vous le savez, ici, on spoil et croyez-moi, avec un épisode complet pour décortiquer ce film, eh bien, du divulgachage, il va y en avoir beaucoup. Donc, comme d'habitude, si vous n'aimez pas ça, on vous conseille d'aller d'abord voir le film et de revenir nous écouter ensuite. À mes côtés, pour cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Clémence. Yannick. Salut Clémence. Rafik. Salut Clémence. Et Julien. Salut Clémence. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Julien. Bah ouais, mais Yannick aussi quand même. Et Yannick oui, aussi, c'est vrai. Ça fait un moment aussi. C'est vrai, ça me fait plaisir de vous voir. Il manque plus qu'Arnaud et on a presque la team originale au complet. Arnaud, c'est devenu un mythe maintenant. Arnaud est encore vivant. Et puis, à la technique, l'incroyable Alain qui joue l'homme orchestre aujourd'hui. Merci Alain. Bonjour, salut. Alain. Alain est en cosplay Navi, on ne le voit pas à l'écran. Mais... Et puis, on dit merci à Latex pour l'habillage, le montage et le mixage. On dit aussi merci à tous nos soutiens. Merci Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent, qui nous suivent. Grâce à vous, on réussit à rester indépendants. Si vous nous découvrez, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez plus. Rendez-vous sur tipeee.com ou kisskissbankbank.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, petite info côté agenda. Plus que quelques jours pour prendre vos places pour aller voir notre séance spéciale capture au Club de l'Étoile. Ça sera Doberman ce samedi 17 décembre en présence du réalisateur Yann Kounen. Début à 19h et début de la projection, je crois, à 21h, c'est ça ? C'est ça. Il y aura 1 heure de conversation donc avec Rafik, Stéphane, Arnaud, s'il arrive jusqu'à Paris, et Yann Kounen, donc pendant 1 heure. Et voilà, donc petite conversation après l'apéro et le film à 21h. Donc il y a peut-être Avatar en ce moment, mais bon, vous avez le temps de prendre des places, il y a toutes les vacances de Noël. Le Doberman, c'est juste une fois et c'est le samedi 17 décembre 2022. Voilà, ce samedi. Pourquoi comme t'apparais pas à l'image, pourquoi il n'y a pas un petit cartoon là qui apparaîtrait, qui parlera à ta place, ou un Muppet comme ça, comme dans le Capture. Un Muppet, cool, c'est ça, on va claquer l'argent du Tipeee pour faire un Muppet Alain Mercier qu'on va mettre devant comme ça. Après on pourrait faire des goodies. Moi je veux bien un t-shirt par exemple. Ça ouvre des perspectives, faut ouvrir, style les minicums ou un truc comme ça, tu vois. Quelle horreur. C'était pas la gaffe qui avait une espèce d'extraterrestre. Si, le Big Deal. Oui, bien sûr. Ouais, bah, c'est bien, tu lances le truc, parce qu'on va parler d'Avatar, c'est important. Effets spéciaux, tout ça, non, c'est bien. Là, tu donnes des mauvaises idées à certains pour jouer. C'est pour critiquer le film. On va, si on gagne 1000 balles sur le Tipeee, on fait un minicum. Merci. Fais gaffe, j'en connais beaucoup qui vont te prendre au mot. Bon, avant qu'on commence, je vais faire une petite intro quand même pour parler du film qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, focus sur Avatar, la voix de l'eau, suite du premier volet sorti en 2009. Il aura donc fallu 13 ans à James Cameron pour parvenir à sortir ce second opus. Petit récap pour redonner le contexte. Avatar, le premier, sort le 16 décembre 2009 en salle. Le public découvre alors la planète Pandora, les navis qui la peuplent et les colons venus exploiter ses richesses. Le tout en 3D, s'il vous plaît. Résultat, après seulement 10 jours d'exploitation, le film dégage ses premiers bénéfices, alors qu'il s'agit d'un des films les plus coûteux de toute l'histoire du cinéma. Après 6 semaines, Avatar bat Titanic et devient le plus gros succès de l'histoire au box-office mondial, record maintenu pendant 10 ans. Il sera détrôné par Avengers Endgame. Dès le départ, James Cameron prévoit une suite, en tout cas prévient qu'il a assez d'idées
pour plusieurs suites. En 2013, la Fox l'officialise. Il y aura donc 3 suites. Elles doivent sortir en 2016, 2017 et 2018. Évidemment, tout n'est pas si simple et le calendrier est décalé plusieurs fois. Avatar, la voix de l'eau sort finalement en salle ce mercredi 14 décembre 2022. Les 3 volets suivants sont prévus pour 2024, 2026 et 2028. Voilà pour le récap. Maintenant, on va s'attaquer à cette suite tant attendue, Avatar 2, la voix de l'eau. Alors les garçons, je vais vous donner la parole dans un tout petit instant. Mais avant ça, je voudrais qu'on commence avec un petit micro-trottoir, puisque je suis allée à la sortie d'une séance, même de 3 séances hier, pour demander aux spectatrices et aux spectateurs ce qu'ils en ont pensé. On écoute ça tout de suite. Vous sortez de quelle séance de cinéma ? Avatar. Est-ce que vous voulez bien me dire ce que vous en avez pensé ? C'est assez exceptionnel, le graphisme et tout le côté 3D et tout, c'est assez impressionnant. Moi j'ai pas vu le 1, mais pour le coup celui-là était vraiment pas mal, très beau film au niveau de tout ce qui est image, claque visuelle surtout. Et on s'ennuie pas devant. Je trouve que les deux sont très différents, donc je sais pas si ça vaut le coup de vraiment les comparer l'un l'autre. Je pense qu'effectivement la préférence elle est plutôt émotionnelle pour le coup. Alors globalement évidemment très impressionné par l'avancée technique, mais je trouve que James Cameron privilégie plutôt le spectacle visuel plutôt que le spectacle narratif. Ce qui est fort, c'est qu'il arrive quand même à émerveiller à l'heure actuelle, alors qu'on voit déjà beaucoup de choses assez folles au cinéma. Mais je pense que passé cet effet-là, il fallait contrebalancer par un scénario qui n'est pas au rendez-vous. Du coup, je le trouve un peu plus poussif et la durée du film n'arrange pas en fait. Je trouve que scénaristiquement, il est intéressant parce qu'il y avait des gros défis en termes d'histoire et de développement des personnages et tout ça, qu'il relève plutôt bien. Ça prend bien son temps, ça développe bien aussi le côté redécouverte d'un monde parce qu'on change un peu de facette de Pandora, donc ouais, ça c'est cool. Donc ça prend bien son temps sur ça sans forcément filer sur une nouvelle aventure. Ça développe aussi, voilà, c'était cool. Moi je préfère le premier. Je pense que déjà je préfère l'univers, puis tout le côté apprentissage d'un monde et tout ça, je trouvais ça plus développé que dans celui-là. Là justement je trouve que tout va trop vite sur l'apprentissage de ce monde-là. Mais on est plus concentré sur les relations des personnages, je trouve, que l'univers. Ça parle que de la famille Sully. Et du coup, je trouve qu'on perd de la profondeur, quoi. Juste, c'est une histoire de famille. Il faut sauver le fils, il faut sauver la sœur, puis sauver le... Enfin bon, je me suis lassée au bout d'un moment. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que le 2, il met un peu en place la trame pour les prochains épisodes. Ce qui met maintenant, ça va pouvoir permettre de développer l'histoire du 3 et du 4. C'est bien parce que c'est pas un copier-coller du 1, mais c'est à voir ce que ça devient dans le 3. Si ça va pas être un remake du 2 qui ressemblait déjà un petit peu au premier aussi. Moi je n'ai jamais vu le 1 de mon côté. J'ai compris l'histoire, clairement, j'ai pas du tout été dérouté ou quoi. Je trouve que ça fait film famille quoi. Franchement c'est pas non plus du grand cinéma. Mais ça va, c'était sympa, c'était agréable quoi. C'était agréable, voilà. Donc l'avis du public finalement est assez partagé. Les gens globalement avaient l'air quand même plutôt positifs à la sortie, mais surtout époustouflés visuellement. Sur le scénario, on sent qu'il y a un petit peu plus de réserve, en tout cas de la part de certains et certaines. Essentiellement beaucoup de réserve sur le premier aussi. C'est le fameux timbre-poste déjà qu'on a bouffé pendant 10 ans concernant le scénario du premier Avatar. On s'en était déjà expliqué dans d'autres émissions de notre position, pas seulement notre position, de parler de la réalité du scénario d'Avatar et des années d'écriture qu'il a nécessité. Non, c'est intéressant parce que là, sur ces suites, effectivement, le temps qu'il a fallu pour que ces films nous parviennent n'est pas uniquement dû à des problèmes de retard technique ou technologique, mais précisément à des questions d'écriture. Cameron avait fait savoir qu'il avait jeté à la poubelle une version qui lui avait pris presque un an, tu vois. On est au courant qu'il y a eu de grosses tensions avec ses co-scénaristes sur les choix narratifs, etc. Tu sais que les mecs, ils ont sué sur ces écrits. Je veux dire, c'est au contraire la grande force du film, en tout cas, j'imagine pour nous autour de cette table, c'est d'abord et avant tout sa narration, doublée d'un spectacle visuel effectivement stupéfiant. Je sais pas si tu peux décorréler les deux, en fait, de l'expérience. Parce que évidemment, c'est un grand spectacle monstrueux. Et en gros,
peut-être pour les gens qui n'ont pas encore vu le film et qui veulent peut-être avoir juste une vision générale en fait de ce que c'est censé être. On est tous ici autour de ce micro, en fait, ces micros, on est tous fans de l'original, mais il faut avoir conscience que l'original, il est comme ça, à côté de cette suite. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est littéralement visualisé dans le film, hein, par moments. T'as des moments où il revoit des scènes du premier, en fait, dans des écrans comment dire, et tu te dis, ok, donc en fait, si parce que t'as ce que ça raconte, Avatar 2, c'est-à-dire, effectivement, la trame, j'ai envie de dire, classique, enfin le terme encore une fois c'est pour moi restituer le mot classique. Ça vole en éclats parce qu'en fait on va dire il y a une linéarité en fait dans ce que ça raconte, comme par exemple Terminator 2, mais en fait il y a ce que ça raconte et il y a le métatexte en fait de ce que ça raconte aussi, c'est-à-dire que en gros c'est pas seulement Avatar 2 comme le premier d'ailleurs, c'est pas seulement ça raconte ça, c'est que ça raconte aussi ça par rapport à l'histoire du cinéma, par rapport à ce que le cinéma représente, par rapport à ce que nous on s'imagine du cinéma et qu'est-ce que ça, et la façon en fait si tu veux dont ce spectacle-là te touche aujourd'hui. C'est pas juste parce qu'il y a des très belles images, c'est pas juste parce que voilà, ça t'en a effectivement partout. Il y a une personne qui l'a dit, hein, il a dit on voit tellement de trucs aujourd'hui que. Donc pourquoi en fait ce film-là plus que les autres? Pourquoi celui-là? Et là, c'est pas que la présence de Cameron, il faut se poser, c'est comment lui se pose les questions en fait, si tu veux, dans la façon. Et ça, c'est le processus de narration aussi, c'est un truc énorme. Donc pour moi, je dirais que en fait, pour faire un truc assez large, cette suite, en fait, c'est le Terminator 2 d'Avatar, mais dans la perception de ce qu'on avait de Terminator 2 quand Terminator 2 est sorti, c'est-à-dire ce qu'on savait de Terminator, ce qu'on avait digéré de Terminator, et ce que cette suite, en fait, elle propose, et comment elle prend cet univers, elle l'étend, et en fait, en fait quelque chose de beaucoup plus large, tu vois, qu'on apprécie l'un ou l'autre, plus, peu importe, mais il y a vraiment, en fait, cette idée d'élargir le scope, en fait, de tout, en fait, de cet univers-là. Je vais pas laisser séparer mes amis. Ouais, non, sur la question, je vais peut-être laisser parler Julien et Yannick, mais sur la question du mot classique employé par Stéphane, il y a effectivement une trame classique. Le premier truc qui peut, comment dire, enfin, moi je sais que la première phrase que j'ai sortie à la sortie de la salle, c'était « ça fait plaisir d'être dans une salle de cinéma et de se souvenir pourquoi on est là ». Donc c'était entre autres effectivement dû au spectacle, parce que je me dis oui, il y a une raison pour laquelle j'ai traversé la moitié de Paris dans un froid de canard pour me poser là. C'était précisément parce que cette expérience je peux pas l'avoir ailleurs. Ça c'est super important, c'est quand même des films les Avatars qui aujourd'hui ont cette charge d'être la locomotive, de rappeler aux gens ce que c'est que d'avoir une expérience de pur spectacle au cinéma. Mais aussi parce que ça m'a renvoyé à une expérience primordiale du cinéma, justement en tant qu'art narratif, quand j'étais gamin et que je me matais des westerns, etc. Alors là, déjà, c'était évident dans le premier, les références western. Là, il les appuie d'une façon, on va dire, pas lourde, mais genre en mode, si vraiment t'as pas compris qu'Avatar c'était un western, je vais quand même à commencer par cette scène d'attaque du train. Voilà. L'attaque du train, alors superbement designé, Julien doit savoir par qui. Je crois que c'est Ryan Church, mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est Ruben Ellington ou Ryan Church. J'ai adoré le look du train. Donc oui, c'est un pur fantasme de gamin de 8 ans des années 60. J'imagine que Cameron avait quel âge à cette époque-là, je sais pas. Bref, mise à jour du truc. Christophe Gans, dans une interview, m'avait sorti un truc sur Cameron que je partage beaucoup, qui disait il a un pied dans le passé, un pied dans le futur. Au fond, c'est le présent qui l'intéresse pas. Et c'est vrai que là, on fait un grand écart entre la technologie qui est utilisée, qui est complètement en avance sur tout le monde, et le choix d'un récit qui nous vient du fond des âges, pas vraiment, mais en tout cas d'assez loin. Quand il travaillait sur le premier Avatar, il avait révélé que ses sources d'inspiration, c'était Edgar Rice Burroughs, donc sur la série des John Carter, le cycle de Mars. Ça, on l'avait tous plus ou moins vu, compris, mais aussi Henry Rider Haggard, citation plus étonnante, qui est en fait le créateur des Alan Quatermain et des trucs genre Chi, avec cette reine formidable. Donc vraiment la littérature d'aventure de la fin du 19e, mais je voyais pas trop ça dans le premier Avatar. Ça paraît plus évident
dans celui-ci. Haggard, il était connu pour son goût, son amour pour ce qu'on appelait le bon sauvage, en fait, hein, c'est-à-dire vraiment à mettre en scène des individus qui ont à faire face à l'essentiel, c'est-à-dire la question de la survie, la question de la survie de la communauté, et ce genre de choses-là. Effectivement, Avatar étant très centré autour de la famille et autour de la tribu, c'est des enjeux qui reviennent. Il y a aussi pas mal de Fenimore Cooper, pour ceux qui ont pu lire ça quand ils étaient mômes, les trucs genre Le Dernier des Mohicans et compagnie, quoi. Il est très facile de remplacer certaines créatures du film, comme la grande baleine qui a un rôle important, par un ours, et là tu verras tout de suite que le gamin en face c'est un Indien qui s'en est fait un ami, tu vois. Donc on raccorde aussi à toute et même le personnage de Quaritch, sur lequel on va revenir, qui s'est navisé entre les deux films, il est tout à fait assimilable au bad guy du Dernier des Mohicans, dont je me souviens plus du nom, qui poursuit le héros, inlassablement à travers la forêt. Donc on retourne aussi à ça, une façon de dire, rappelez-vous le kiff que c'était ces récits aux enjeux simples et identifiables, quoi. Mais après, c'est pas étonnant. Pardon, Yann, tu voulais parler. Non, mais en fait, j'allais dire, c'est pas étonnant en fait aussi parce qu'on parle du western, on a souvent dit que le western c'est le genre cinématographique quasiment ultime, quoi. Et pour moi, l'univers d'Avatar, c'est un univers de surcinéma. C'est-à-dire, c'est assez évident quand tu regardais le premier, déjà dans l'absolu, de savoir que tu avais une fenêtre sur le futur du cinéma et de toutes les possibilités. Et en fait, avec cette suite, c'est encore plus flagrant parce qu'on en est sorti avec Julien, on se disait c'est hyper radical dans la façon dont c'est présenté. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un moment donné où t'es en train de regarder le film, ça fait 1 heure que t'es avec eux, que t'es en train de plonger avec eux dans l'eau, etc. Puis d'un seul coup, t'as des humains qui apparaissent, tu vois. Et quand je dis des humains, c'est physiquement, c'est-à-dire on les voit, et en fait, on voit des chasseurs de baleines, et tu te dis putain merde, ah ouais, il y a des humains dans ce film, en fait. Et la question, en fait, de se poser la question s'il y a des humains dans ce film, alors, en fait, il y en a dans tous les films, c'est pas la question. Pourquoi à ce moment-là, en fait, ça nous choque? Il y a effectivement ce que eux sont censés représenter dans dans le récit, c'est-à-dire que c'est des méchants, quoi, et que pour le coup maintenant c'est clair, net et précis, c'est plus du tout tangent comme ça pouvait être le cas dans le premier, quoi. Mais en plus, il y a en fait la question métatextuelle derrière, en fait, de se dire mais en fait il y a pas une seule seconde où on s'est posé la question en fait de est-ce qu'on croit à ces personnages ou pas. C'est-à-dire que en gros, et c'est pour ça que je parle de surcinéma, c'est-à-dire qu'en fait en gros le monde d'Avatar, en fait, et dans cette suite c'est encore plus flagrant, et tu le questionnes pas une seule seconde. Ce qui fait que d'un seul coup, quand tu vois quelque chose en fait qui est disruptif, comme l'apparition des humains, tu te dis ah putain, en fait c'est vrai que j'avais oublié que j'étais en train de, tu vois, et c'est dans la logique pour moi d'immersion générale, quoi. C'est-à-dire ce que on l'a souvent parlé de ça, en fait, de ce que représentait le cœur, en fait, ce que représente Neytiri en fait dans le premier film, c'est-à-dire ce personnage dont tu vas tomber amoureux alors que c'est un personnage qui est factuellement virtuel, en fait, si tu veux, qui n'existe pas, même s'il est incarné, ce que tu veux, etc., et que c'est une manière de dire, regardez, si on réussit ça, si on réussit ce cœur émotionnel, en fait, on peut tout faire avec le cinéma, avec cette technologie, avec cette nouvelle technologie. Bah là, en fait, en gros, cette suite, elle est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est même pas que Neytiri, c'est tout le monde. C'est-à-dire tous les personnages, cette famille, tout, tu les achètes tous. Donc en fait, le truc, c'est que les nouveaux peuples, enfin tout, t'achètes tout, les nouvelles créatures, tout. Donc le truc, c'est que il y a ce moment en fait, où je pense en fait que c'était dans la logique de la redécouverte. Et tu peux pas décorréler la façon dont effectivement tu peux avoir un récit westernien ou mythologique, etc., et la façon dont le film est fait, est conçu, et pensé. Et ça, c'est une vision, en fait. C'est une vision, et globalement, en fait, le truc que j'allais dire, c'est que c'est exactement ce qui nous manque aujourd'hui au cinéma. C'est la vision de quelqu'un. Et qu'il a les moyens, à la fois intellectuels, physiques, financiers, etc., de la mener à terme, et en fait, la liberté, si tu veux. Et ça, c'est ce qu'il fait, en fait. Donc, on pourrait dire, il y a plein de défauts, comme les gens, en fait, dans le micro-trottoir te l'expliquent, en fait, parce qu'ils le prennent et tout. Mais pour moi, la première vision, moi, je l'ai vu 2 fois. La première vision, j'étais vraiment tu peux pas... c'est 10 ans de taf, compressé dans 3h12 de film, et en fait, si tu veux, c'est d'une densité monstrueuse, en fait. Donc c'est pas dire, ouais, c'est linéaire, parce que c'est vrai, si tu veux, le scénar est linéaire techniquement, mais c'est d'une densité monstrueuse, en fait. Il y a vraiment, en fait, énormément de sous-textes. Le plan de Quaritch, en fait, qui pète son crâne, évidemment, dans le récit, tu comprends, en fait, déjà, c'est une idée de SF complètement folle, parce qu'en fait, tu te retrouves un personnage qui te retrouve face à sa propre mort, déjà programmé déjà arrivé depuis 10-15 ans.
en fait, qui se retrouve, qui brise en fait ce comment dire. Voilà, non mais le reste physique en fait qui brise en fait ce truc, et en même temps le film il parle de ça. C'est-à-dire le surcinéma d'Avatar, c'est ça, c'est en fait on brise ces barrières-là. Ouais, avec la dimension dont parle Yannick, par la blague Not to Be. Oui, ça te fait penser immédiatement à la Section Hero, quoi. Non, mais même à Hamlet. Hamlet, c'est vraiment ça. Alors moi, je voulais rebondir sur plein de trucs, je sais pas dans quel ordre le faire, donc je vais peut-être faire vite pour laisser parler Julien aussi, que je pense à plein de trucs à dire plus intéressants que moi, parce que moi je suis toujours en mode digestion du film, très honnêtement. J'y vois 1000 choses que je sais pas encore véritablement comment analyser, mais moi la chose qui m'énerve un peu, c'est je peux pas me battre contre les biais cognitifs des gens. On a chacun les nôtres, et je vais jamais reprocher à un mec si tu veux, s'il pense que Avatar c'est Pocahontas dans une croûte numérique, c'est son problème, il y a pas de souci, il a le droit. C'est plutôt sur cette espèce de critique, je trouve toujours un peu facile sur la simplicité. Alors vous en avez parlé d'une manière ou d'une autre en évoquant des genres fondateurs comme celui du western, qui effectivement sont quelque part la base des codes cinématographiques. Un code, ça a une raison d'être. Ce qu'on appelle aujourd'hui un cliché, avant d'être un cliché, c'est un code. Et avant d'être un code, c'est une forme de vérité. Donc, je suis toujours un petit peu emmerdé avec cette façon de dire « j'ai déjà vu ça 100 fois » ou genre « c'est con » ou genre « c'est simple ». Les mêmes gens qui, quand tu vas les avoir autour d'une discussion sur l'art en général, vont toujours te dire qu'il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Et que quand on fait simple, ça l'est trop. Alors moi, je comprends pas ces raisonnements et ces façons de fonctionner. Moi, quand je vois un film comme ça, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure, j'avais presque... deux choses quand je suis sorti. La première chose que je me suis dit, putain, j'ai des scènes que j'ai vues 100 fois dans le cinéma. 100 fois dans le cinéma. Donc, il faudrait être facile pour moi de dire c'est un cliché, on l'a vu 100 fois. Genre, le coup du bad guy qui prend la fille à la fin, qui met un couteau, genre si tu fais pas ça, je vais te le tuer. N'importe quel Steven Seagal a ça depuis 40 ans. Donc je veux dire, on a vu ça des milliards de fois. Pourquoi là ça marche? Donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions, parce que quand on dit c'est compliqué de faire simple, c'est que ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à nailer, j'ai pas le meilleur mot, à cerner véritablement le code et véritablement ce qu'il véhicule, en réalité, il est porteur dans sa simplicité des plus complexes questions philosophiques et métaphysiques qu'il y a derrière. Donc moi je vais pas partir dans un discours métaphysique sur le film, mais pour même aller au-delà du genre et au-delà de ce que disait Rafik très justement sur le western, sur tout ça, il y a des choses qui sont quand même évidentes, qui font que, en termes de référence, j'ai beaucoup parlé, moi, dans les podcasts de l'imaginaire et des mythes, je vais pas faire un discours là-dessus, mais fondamentalement, par Primal et peut-être deux autres trucs, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose qui me convoque toutes ces questions et qui font que quand moi je sors d'Avatar, outre l'émotionnel qui me fait chialer pendant le film, c'est pas je dire c'est beau, c'est techniquement super, ça me reconnecte à la condition humaine. Ça c'est un truc qui est fondamental, que je trouve dans aucun autre film, mais qui convoque par les plus grands dénominateurs communs, là où l'époque est au plus petit dénominateur commun. Donc en fait, il transcende les passions tristes du moment. Je veux dire, ok, Last Action Hero, mais c'est Shakespeare. Il faut avoir les balls dans un film comme ça, d'aller citer Shakespeare et d'aller te créer un personnage où c'est littéralement, aujourd'hui, je pars dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un personnage qui est littéralement l'Immaculée Conception. Alors c'est pas, je revendique un truc religieux ou quoi que ce soit, parce qu'il convoque le chamanisme à travers 12 milliards de trucs. Genre la respiration, c'est les règles de base de la méditation, de tout ça. Il y a quelque chose qui convoque, qui est propre à tout le monde. Et dans la famille, quand bien même aujourd'hui, tu vois, la famille, on peut la penser différemment. Il y a une notion de transmission, il y a une notion d'ancrage. On est quand même dans un récit qui est pas si éloigné dans des questionnements qu'avait Fury-Rudd sur où je suis, où je vais, quelle est ma maison, quelle est ma nouvelle maison, est-ce que je dois défendre les autres, le monde qui s'écroule, ou est-ce que je dois défendre ma forteresse de famille. Ça a beau être fait extrêmement simplement, parce que moi c'est ça que je trouve la plus grande beauté de ce film, c'est qu'on a un enrobage technologique hallucinant, mais tu prendrais cette histoire et ces personnages, tu les mettrais dans une pièce de 2 mètres carrés, ça marche. Ok, ça marche.
Et d'ailleurs, ce qui ne marchera jamais avec comme Marvel, tu leur enlèves tous les CGI et t'as l'impression d'avoir des connards de 8 ans dans une cour de maternelle. J'espérais qu'on n'avait pas fait un point Marvel parce que à mon sens, parce qu'à mon sens en fait c'est marrant. Non mais c'est marrant parce qu'en fait on s'est pas du tout posé la question en sortant du film, c'est-à-dire c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné tu te dis en fait la seule compétition de James Cameron c'est James Cameron en vrai. Mais c'est ça. Est-ce que vous aviez tous vu les 7 minutes qui étaient proposées avant la... Oui, t'avais été en salle. Bah, tu pouvais voir en salle. En fait, moi, j'avais été voir le Sam Raimi. Comment ça s'appelle Doctor Strange, là. J'ai déjà oublié, voilà. Doctor Strange. Doctor Strange numéro 2. Entre autres, pour découvrir les images d'Avatar en c'était pas 7 minutes, hein, c'était moins. Bah, c'était un teaser. C'était un teaser, ouais. Oui, c'était un teaser, bref. Et ce teaser, c'était un extrait du film où les gamins... non, ça c'était à la fin d'Avatar, quand ils l'ont ressorti... Oui, tu confonds avec la ressortie d'Avatar 1 qui est sortie en septembre. Et où il y a des minutes additionnelles. Bref, donc on avait... Moi, j'ai pas vu ça. Non, déjà, nous, quand on l'a vu en projo, en fait... Ce que j'ai trouvé intéressant, pour moi en tout cas, c'est quand j'ai vu cet extrait avec les mômes sous l'eau, j'ai été effectivement dans l'admiration technologique, dans l'exploit, en me disant « Ah là, putain, l'expression faciale incroyable, superbe, etc. » Mais pas du tout dans l'émotion, voire même un peu inquiet, en me disant « Ah oui, il va quand même me demander de m'identifier à ces personnages-là. » C'est pas gagné. Or là, lorsqu'on revoit cette scène dans le film, on la revoit, le film a commencé depuis 40 minutes, il a pris le temps de te présenter ses personnages, et tu es à fond dedans. C'est vraiment par la narration que ce film t'embarque. C'est pour ça que le micro-trottoir, il est révélateur. C'est comme si les gens ne s'étaient pas rendus compte que ce qui les a maintenus jusqu'au bout, c'était ça avant tout. Augmenté, encore une fois, par le spectacle technique délirant. On n'a pas du tout entendu Julien qui... il attend son tour. Vous êtes tous des grands bavards, hein, je sais pas. Non, puis beaucoup de choses ont été dites, donc je sais pas trop ce que j'ai à rajouter, moi, derrière. Peut-être rebondir là-dessus, moi, sur cette séquence-là en particulier, parce que je trouve que c'est une séquence qui ressort, la première plongée en apnée, et elle est intéressante parce qu'elle est... Pour moi, c'est un des climax du film, en fait, et il est tout en douceur. C'est quelque chose... Cameron, il a souvent fait des scènes très intimistes, très douces. Je pense à, je sais pas moi, Ripley qui nettoie le visage de la petite fille dans Aliens, ou des choses comme ça, mais sur cette étendue-là, sur cette... voilà, j'ai jamais vu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc là-dedans où t'es juste dans l'appréciation de ce que c'est de vivre là-dedans, ce que c'est d'essayer de te surpasser. Il y a une certaine, je trouve, sérénité en fait qui se dégage de cette scène qui pour moi n'était pas forcément présente chez Cameron tel que je le connaissais auparavant. Alors après, vous êtes allé très loin, donc c'est très difficile pour moi de m'inclure dans la conversation, mais bon, voilà, je vais pas rebondir du coup, risque d'être redondant. Non, soit redondant. Continue. C'est pas grave, sinon. Non, moi, je voulais juste dire que j'étais totalement d'accord avec la sérénité. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans ce film ? Plusieurs choses. Après, le truc, si tu veux, c'est que moi, Clément, c'est que pour moi, le premier Avatar, c'est une flèche. C'est comme Titanic, c'est comme Terminator, c'est comme Aliens. C'est des flèches, ces films-là. C'est des films sur lesquels je me pose aucune question. J'ai eu beaucoup de mal à chaque fois à analyser la narration, la mise en scène, etc. Parce que j'ai été tout le temps emporté à fond dans l'histoire. Et c'est pour moi ce qui fait de James Cameron un très grand, en fait. Tu vois pas le travail, par exemple, enfin, j'ai mis longtemps à voir le travail. C'est-à-dire que j'ai mis longtemps, par exemple, à me rendre compte qu'il y avait ce travail-là sur les maquettes de Aliens. Alors que j'étais là-dedans déjà très jeune, quoi, mais voilà. Et je trouve que la voix de l'eau, c'est moins une flèche. Donc j'ai une voix dissonante, tu vois. Mais ça m'emmerde parce que je suis d'accord avec tout ce qui est dit à côté. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que tu te retrouves face à une œuvre qui est quand même monumentale, qui est, je pense, alors j'aime pas ce genre d'adjectif, mais malgré tout, je trouve que c'est important. C'est-à-dire que, vu ce que traverse le cinéma actuellement, en particulier l'expérience en salle, j'espère que le film va cartonner de ouf, en fait. Vraiment, je pense que c'est important. Après, oui, je trouve que c'est moins une flèche.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait pour que... plusieurs trucs. Il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'anecdotique, d'autres qui sont peut-être un peu plus subjectives. Donc je vais peut-être relancer aussi le débat comme ça. Et là, je trouverai ma place dans ce podcast. Mais par exemple, il y a moi, je sais que j'ai un souci. Je sais qu'il y a beaucoup de gens puisqu'il y a des gens qui reviennent vers moi, qui l'ont vu et tout, qui ont ressenti ça aussi, sur la haute fréquence. Et ça a été une grosse déception parce que je m'attendais pas à ça de James Cameron. Donc j'ai vu le film 2 fois. La seconde fois, j'y suis allé en sachant que j'avais ce problème-là. Alors je vais expliquer un peu. Le film a été conçu à 48 images par seconde, mais il y a certaines scènes qui sont à 24 images par seconde. Pour obtenir ces 24 images par seconde, il a dupliqué les photogrammes, en gros. Il en a mis les deux mêmes, en fait. Et il a alterné de l'un à l'autre, en fait. Donc, et la haute fréquence est pour moi une grande promesse aussi de Avatar. C'est-à-dire que je pense que la haute fréquence, on avait fait un no-ciné là-dessus sur Gemini Man, je pense que ça fait partie des choses dont le cinéma a aujourd'hui besoin pour reprendre la place qui est la sienne. C'est-à-dire que le cinéma a toujours fait ça. Il a repris la place qui était la sienne en ajoutant le son. Il a repris la place qui était la sienne en ajoutant la couleur, en ajoutant le format large. Il a repris la place avec Avatar qui était la sienne, un temps, ça n'a pas duré très longtemps, mais un temps avec le relief. Je pense qu'il y a quelque chose qui joue avec la haute fréquence et qui me semble être important. Il n'y a aucune raison que le cinéma reste à 24 images par seconde. Aucune, zéro. À part la subjectivité et l'habitude, il n'y en a pas. La convention. Est-ce que pour les auditrices et auditeurs qui sont pas forcément au fait de toutes ces subtilités techniques-là, qu'est-ce que ça représente concrètement, le fait de passer de c'est plus fluide. En fait, si tu veux, toi, tu n'appréhendes pas ton environnement à 24 images par seconde. Tu l'appréhendes entre 150 et 200 images par seconde. Enfin, même entre 100 et 200. En plus, là, ma pauvre, t'as une conjonctivite, donc c'est un peu moins peut-être, tu vois. Moi, je suis un grand myope, donc c'est peut-être encore un peu moins. Enfin, tu vois, c'est très, très subjectif. Mais on sait de toute façon qu'on n'appréhende pas notre univers à 24 images par seconde. Ça a été une convention économique à un état donné du cinéma. Voilà, au moment où le son est arrivé. C'était la fréquence la plus basse à laquelle on avait la persistance rétinienne. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et le cerveau. La persistance rétinienne n'existe pas vraiment en fait, mais en tout cas à laquelle on avait une simulation en fait de fluidité, tu vois, relative. Devant un film à 24 images par seconde, ton cerveau reconstitue le mouvement plus qu'il ne le voit. Il va boucher les trous. Et d'ailleurs, au passage, pendant longtemps aussi, il effaçait les images noires, parce que entre chaque photogramme, ton œil voyait du noir, et que le cerveau effaçait. Donc c'est aussi ce qui donnait cette impression, ce qu'on appelle l'impression de film, qui était en fait cet écran noir qui était tout le temps présent. Et effectivement, plus tu augmentes la fréquence d'image, et plus ces artefacts, on va dire, disparaissent. Artefacts, le flou de mouvement, la rémanence, enfin ce genre de trucs. Il y avait une expérience qui était très intéressante quand le Hobbit, qui était du coup aussi à 48 images, est sorti. Quand tu allais le voir en IMAX, tu avais après un extrait du Star Trek de J. Abrams, du deuxième, je crois, qui était projeté à 24, et le début du 48 du Hobbit, c'était très bizarre. Moi, je me rappelle, j'avais eu beaucoup de mal sur 20 minutes, c'était pas évident, mais on en avait déjà parlé sur l'épisode sur Peter Jackson, et quand tu te retrouvais sur le J. Abrams, ça te faisait un choc. Et le truc qui est intéressant, et c'est là où je vais réussir enfin à rebondir sur Avatar, je suis désolé de cette circonvolution infinie, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais l'impression qu'il y avait à nouveau un filtre. J'avais la perception de l'écran qui revenait. Là, ce qui est problématique dans Avatar, dans la voie de l'eau, c'est que du coup, il alterne en fait sur les deux. Et à la deuxième fois, je me préparais à ça, et surtout, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Pourquoi il m'a imposé en fait ce truc-là. Et j'ai pas dégagé de logique. C'est-à-dire que ça me semble totalement illogique. C'est-à-dire que parfois, il le fait, je comprends, parce que c'est un moment où les personnages sont plus dans le feu de l'action, en phase avec leur univers. D'autres fois, parce qu'ils sont un peu durs. D'autres fois, c'est parce que c'est des scènes à grand spectacle. Mais des fois, il le fait même pas. Par exemple, il y a des trucs à grand spectacle, des plans très larges à 24 images, je ne sais pas pourquoi. Il y a des scènes où tu as les personnages qui sont extrêmement en difficulté, qui sont par contre à 48 images par seconde. Ça me semble, aujourd'hui, mais je ne suis pas dans la tête de James Cameron, hein, je suis pas aussi intelligent que lui et tout, mais ça me semble, je ne comprends pas la logique. Et surtout, et c'est ça en fait qui est le plus important et qui est le plus problématique à mon sens, c'est que je n'ai pas compris viscéralement la logique. Oui, t'as pas vu la cohérence. Mais non, en fait, Cameron, c'est aussi pour ça que je me suis jamais posé la question auparavant technologique dans ces films, c'est que je ne me posais même pas la question. Je m'en foutais, je l'achetais tout de suite le truc. Il a cette faculté, ce cinéaste-là, à te montrer un pseudopode d'eau qui arrive tout à coup dans un environnement et t'es juste émerveillé. T'arrives à...
tu lâches le truc. T'es pas en train de te dire putain mais comment ils ont fait ça et tout. Enfin moi en tout cas c'était comme ça que ça marchait. Bon bref, ça peut sembler anecdotique, surtout que je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais moi je sais que ça a été un micro d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on en a parlé. Rafik et moi, c'est passé crème totale le truc. Hein. J'ai pas passé tous les témoignages du micro-trottoir parce qu'il y en avait beaucoup, mais il y a une des personnes qui a dit justement, à moi le changement de framerate, ça m'a donné la nausée pendant la moitié du film. Moi j'irais pas jusqu'à la nausée, mais ça a été un problème si tu veux d'immersion justement, c'est-à-dire que en fait en plus. Est-ce que tu as eu ce problème au début du film? Parce que ouais, dès le début. Ah ouais. Très vite. Parce que le high frame rate, effectivement, sur le Hobbit, c'était manifeste. Les 10 premières minutes, tout le monde vivait la même expérience d'être Sauf que oui, mais tout le film est comme ça. Bah ouais, il est pas logique. C'est-à-dire, en fait, le truc, c'est d'accord, mais jusqu'à ce que le cerveau comprenne qu'en fait, il était en train de regarder autre chose et que on finisse par s'habituer à ça et du coup, effectivement, à rentrer dedans. Mon cerveau, il est génial alors parce qu'il est passé tout tranquille, quoi. Sans problème. Ou alors, t'as un cerveau. Ça m'a refait ça sur. J'ai un cerveau de macaque qui arrive à ça m'a refait ça sur Gemini Man aussi. J'ai eu 10 minutes comme ça où il m'a fallu laisser le temps au cerveau. Là, sur Avatar, dès le début, nickel. Non, je sais pas pour Julien, mais moi je sais que le problème que j'ai vis-à-vis du HFR dans le truc, alors je pense qu'à la revoyure, parce que c'est vraiment, ça m'a fait la même problématique, en fait, j'ai eu la même problématique la première vision, la deuxième vision quand j'étais préparé, c'était moins flagrant. Mais en fait, c'est que ton cerveau, il compense en fait du coup le manque d'image ou ce genre de choses, et ce qui fait que pour moi, dès qu'on passe de 48 à 24, t'as l'impression que ça trame, ça saccade en fait, et en fait ça c'est très désagréable. Et c'est désagréable parce qu'en fait d'un seul coup, t'as une espèce de fluidité à laquelle tu t'es habitué très très vite, tu vois, et qui fait que voilà. Alors après, moi ce que j'en ai calculé, pardon Julien, juste sur ce truc-là, c'est que en fait, je suis pas dans la tête de James Cameron non plus, mais alors lui il s'est expliqué. Tu vois, il s'est expliqué sur l'idée que, en gros, pour lui, c'est pour smooth la 3D, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment pour rendre la 3D fluide et tout. Ce qui, bon, est étrange parce que tout le film est en 3D. Mais le truc, c'est que, il y a aussi cet autre truc où, par exemple, la scène justement sous-marine, la première scène sous-marine, c'est que, en fait, c'est assez flagrant quand tu le revois une deuxième fois, pour moi, c'est que dès qu'ils sortent la tête de l'eau, c'est du 24 et dès qu'ils replongent, c'est du 48. Je pense... C'est une des rares scènes où j'ai trouvé une logique, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est volontaire. Donc après, maintenant, est-ce que, en fait, moi, je suis comme Julien, j'aurais préféré que tout le film soit en 48. Ça, je me serais pas posé la question, effectivement. Il y a lui, se posait la question, Cameron, de savoir est-ce qu'il y a une différence entre le 48 et le 60. Lui, il la voit pas. On peut se poser la question, honnêtement. Moi, je sais qu'il y a... je pense... Enfin, bon, je vais pas le citer, non, mais j'ai un pote qui est réal, là, qui est revenu vers moi. Il m'a posé la question, en fait, m'a contacté. Il m'a dit, mais lui, il savait pas, en fait, qu'il y avait cette haute fréquence aléatoire. Enfin, aléatoire, c'est pas... Lapsus révélateur, mais variable, quoi. Et il m'a dit, mais c'est bizarre, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait des saccades, en fait, dans les calculs des images de synthèse. T'as ressenti ça aussi? Et je lui ai dit, non, c'est pas une problématique de saccade. C'est-à-dire que le calcul est parfait et tout. C'est juste que comme il te présente le truc et qu'il te baisse tout à coup à 24 images, c'est vrai qu'il y a un truc où la fluidité des mouvements n'est plus du tout la même, quoi. Et c'est une vraie problématique. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, technologique. Là où j'ai un autre problème avec le film, et c'était terrible parce que du coup, je suis dans la position du ronchon, quoi. Mais le truc où j'ai un problème avec le film, c'est que j'ai eu la perception aussi. J'adore le film, hein. Je l'ai vu 2 fois, je vais retourner avec mes gamins, je vais retourner une autre fois, c'est un film important et tout. Je tiens vraiment à souligner cet aspect-là, hein, avant de me lancer là-dedans. Mais j'ai eu l'impression aussi que le film avait trop de choses à raconter. C'est-à-dire que j'ai des frustrations en fait dans le film. Et c'est pareil, c'est quelque chose auquel... moi, par exemple, dans T2, j'ai des problèmes sur certains persos ou des trucs comme ça, notamment avec John Connor, etc. Mais j'ai jamais ressenti non plus de frustration chez Cameron. Et là, j'en ai. Il y a des trucs... Bon, alors, j'ai une frustration, par exemple, sur Neytiri, mais je pense que ça, c'est très subjectif. C'est parce que j'étais amoureux d'elle dans le premier, comme beaucoup de spectateurs, je pense, et que je m'attendais à ce qu'elle soit là. Et finalement, elle a un rôle extrêmement passif dans ce deuxième. Elle est complètement en retrait. Je sais que la première fois, c'est pas tout à fait le cas. J'ai réévalué ça après à la seconde vision, où j'ai vraiment préféré en plus le film, tu vois, c'est de dire. Mais je sais que là, je suis sorti de la première projo, j'ai eu l'impression d'avoir vu Neytiri en permanence, ou alors en train de gueuler, ou alors
en train de pleurer, quoi. Et ça, pour moi, ça a été une vraie déception. Je m'attendais à ce qu'elle évolue, je m'attendais à ce qu'elle bouge. Or, c'est un personnage qui est devenu un personnage secondaire, voire très secondaire. Je la trouve incroyablement passive et surtout, je trouve que en plus ce qui n'est pas le cas on précise de Jack. Hein. Non, ce qui n'est pas le cas de Jack et ce qui m'a un peu déçu en plus, c'est que il te plante Cameron vraiment des matriarcats, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Eddie DeFalco là qui est génial, là, où tu la vois pas assez elle aussi malheureusement, mais dans le rôle d'une militaire terrienne. Il y a évidemment, tu comprends très bien que c'est le personnage de Kate Winslet qui gère le truc et tout. Et je me suis dit, putain, c'est fou que Neytiri, qui m'ait été présenté comme un personnage aussi puissant, aussi fort, aussi volontaire, qui arrive à se positionner comme ça dans son clan dans le premier film, soit à ce point-là en retrait. Ça a été aussi une petite déception. Et voilà. Et après, il y a un autre truc qui m'a enfin voilà, toujours lié en fait à aussi, enfin moi je l'attribue encore une fois à ce trop-plein et à autre chose là, en l'occurrence, c'est certaines promesses dans le film que je trouve pas totalement tenues. Alors, on peut arguer que ah non mais tu verras, il le développera dans le second film et tout. Ouais, mais ça aussi, normalement le film, je devrais pas avoir à le juger à l'aune de ce qu'il pourrait y avoir dans un autre film. C'est pas comme ça, c'est pas une série télé, quoi. Il est pas dans la mystery box Cameron d'habitude. Là, moi en l'occurrence, je pense c'est pas tout à fait de la mystery box. Je pense non, pas du tout, justement. Donc je pense notamment au personnage de Spider et au personnage de Quaritch. C'est-à-dire que je suis arrivé Spider, je recontextualise qui est Spider dans le film, tu crois, Clément? Spider est un petit humain qui a été abandonné, on connaît pas sa mère, mais par contre on sait qui est son père est Quaritch, et qui a été en quelque sorte adopté, en tout cas qui a vécu avec les Na'vi. Donc il vit avec les humains. Avec les humains et avec les Na'vi, voilà. Et donc il va, au fil des aventures, être du côté de son père en permanence, qui est Quaritch. Quaritch, lui, alors ça, idée géniale, qui donc est rené dans ce corps de Na'vi, donc il est, en gros, il a les attributs de ceux qui s'est évertué à combattre par le passé, quoi. Il va être enlevé, son fils Spider va être enlevé, par une troupe de mercenaires menée par Quaritch. Et donc il y a une tension, moi je trouve là, un truc miroir entre son père et son fils, avec un parcours miroir qui pourrait se rejoindre, mais qui est génial. Là où j'ai un problème, c'est que moi, j'ai un problème avec Spider, en fait, surtout. C'est-à-dire, un petit peu avec Quaritch, je trouve qu'il aurait pu pousser un tout petit peu la détestation de soi, le fait qu'il ait du mal, en fait, à s'intégrer là-dedans. Mais il y a tellement de trucs super avec Quaritch, tellement de choses. Moi, j'adore aussi, un truc dont on n'a pas parlé, la façon dont Cameron, il travaille les suites. C'est-à-dire qu'il a cette faculté, comme il l'avait fait avec T2, et un petit peu avec Aliens, de refaire la même scène que le film précédent, mais en miroir et en t'apportant autre chose. Là, c'est en particulier le cas avec Quaritch, puisque par bien des aspects, tu peux considérer qu'il a un parcours un peu similaire à celui de Jack Sully dans le premier film. La Renaissance, c'est clairement elle évoque clairement la Renaissance, en fait, de Jack Sully dans le corps du Na'vi au début, sauf que Quaritch, il se met à taber, c'est tout le monde, et qu'il s'accède quand il voit les grosses canines. Là, génial, la scène, elle est incroyable. Et puis il y a la scène où il dompe son icrane, où il met des patates à l'icrane, alors que Jack Sully ne fonctionnait pas comme ça. Évidemment, il était plus dans la tentative de calmer l'animal et de comment dire, se donner tout entier pour pouvoir avoir sa monture. Bon, bref. Mais Spider, moi, la grosse problématique, c'est que je trouve que déjà, en fait, je trouve que c'est un personnage vachement schmoll. C'est pareil, je m'attends pas à ça, moi, chez Cameron. C'est la première fois que je ressens ça, vraiment. Je l'avais senti un petit peu avec John Connor, je me rappelle, dans T2, mais là, vraiment, je pense que c'est dû à moi, en partie au casting. J'ai un vrai problème avec ce gamin. Je trouve qu'il est lisse comme un cul, qu'il a pas de bagage, qu'il trimballe rien. Il est hyper lisse, en fait. Tu vois, ça devrait être quand même s'il est élevé en partie avec les humains, il devrait avoir un côté enfant sauvage. Je me rappelle, il y a une réplique qui, à mon sens, le définit, c'est que quand les humains le capturent, il y a une scientifique qui dit non, mais ça y est, il a régressé à l'état sauvage, en fait. Moi, j'attendais cette tension, en fait, chez ce môme, et cette problématique de corps. Et il est extrêmement passif pendant la quasi-totalité du métrage, quoi. Tu as juste l'impression qu'il est là, alors il fait vaguement la tête quand il doit traduire un truc et tout, mais finalement, il fait pas grand-chose. Tu sais pas trop quand est-ce qu'il va être proactif, et il est finalement proactif avec un truc qui est les commandes, en fait, du sous-marin, là, du bateau, pardon. Et qui est important dans la scène d'action finale, qui est absolument dantesque, mais qui n'est pas si comment dire, je trouve que c'est pas payé, en fait, voilà.
Oui, il est dans la résistance au début, mais finalement, il résiste quand même à la scène où il est torturé par... par Eddie Falco, et il lâche pas le morceau. Avec l'IRM, là, l'espèce d'IRM. Mais finalement, ça s'arrête là, et à partir du moment où il rejoint son père à ses côtés, alors là, il a retourné sa veste si tu veux, rien n'est dramatique, si tu veux, dans tout ça. Je m'attendais pas à voir ça. Je m'attends pas à gérer ce genre de truc, en fait, dans un film de Cameron. Après, le personnage a des trucs mortels. Je finis juste je vous laisse parler, je suis désolé. Mais il y a un truc, par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Spider, c'est que quand tu vois Neytiri à travers ses yeux et qu'elle devient purement bestiale, en fait, petit à petit. Et ça, j'aime ça, en fait. C'est un sous-texte dans le film où lui, il est en train de voir cette Navi qui elle-même le rejette, et tu comprends comment un humain, en fait, peut avoir quand il la voit en total bestial et ce qui se passe avec Neytiri et lui à la fin, ça j'aime vraiment beaucoup. Surtout que dans cette scène tu crois vraiment qu'elle va le buter, quoi. C'est-à-dire il y a ce truc où il n'y a pas une seconde où dans un film familial, machin, grand spectacle et tout, tu te dis mais elle va le faire. Elle va le défoncer, quoi. Non, c'était juste pour reprendre les deux choses que Julien a notées. Je trouve ça intéressant qu'il ait vécu de cette façon-là. Effectivement, Neytiri est très en retrait, et ça peut même être très troublant parce qu'elle était manifestement la véritable héroïne du premier film. Mais en même temps, quand tu réfléchis à ce que le film raconte, c'est pas si étonnant sur la question, encore une fois, j'y reviens toujours, des archétypes, puisque ce film, c'est un film qui en gros nous parle de la transmission, dans lesquels nos héros du film d'avant sont devenus des parents, donc d'emblée sont en retrait, c'est-à-dire maintenant ils ont un rôle d'accompagnateur. C'est pas le cas de Jack Sully. Alors justement, Jack Sully, il est le père et Neytiri est la mère, et ces enfants nous sont présentés à un âge où traditionnellement, les enfants passent du cocon maternel à la, comment dire, sous l'aile paternelle, puisque c'est l'âge où les enfants sont, quand on leur commence à leur apprendre à chasser, etc., et où il y a des rituels de passage, justement, pour les faire passer d'un monde à l'autre. Donc Neytiri, elle a, entre guillemets, fait son travail, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, c'est elle qui les a portés. Je la voyais pas trop en cocon maternel aussi, je crois que c'est ça. Peut-être. Mais on a, c'est aussi parce que ça arrive à cet âge-là, je pense que ça joue, et que du coup elle s'efface un peu. Et quant à Spider, moi ce que je trouve vraiment bien vu avec ce personnage, je suis pas d'accord sur l'erreur de casting, je trouve que le mot m'a convenu. Ce que je trouve fabuleux avec ce personnage, c'est sur la question de la transmission. On peut aussi voir les humains et les navis du film comme de deux époques successives, comme une évolution. Faut pas oublier que Jake, il a évolué de l'humain qu'il était au Navi qu'il est devenu, le monde d'avant, le monde d'après, et comment dire, le personnage de Quaritch était un personnage tellement égocentré qu'il voulait pas entendre parler du monde d'après. Il a tout fait pour le combattre. D'où cette image d'écraser ce crâne qui lui rappelle un passé justement dont il veut plus, alors qu'il est en train de continuer à essayer de tuer le futur, quoi. Et il a face à lui ce qui est théoriquement son fils, c'est-à-dire son potentiel futur, qui lui ne veut qu'une chose, c'est de devenir un Navi, et qui ne le peut pas. Mais la promesse est magnifique. Voilà, j'ai jamais dit elle est là quand même. Ah ouais, non mais bien sûr. Moi je te parle du traitement dans le film, en fait, Rafik. Et c'est pareil, Neytiri, tu peux me la justifier comme ça, etc. Moi je te parle du traitement dans le film, de ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que il y a pas de problème avec ça. Mais Cameron, quand il fait ça, d'habitude, il me prépare en fait à ça. C'est-à-dire que je pense que cette attente que j'ai vis-à-vis de ce personnage-là, je ne serai pas le seul spectateur à l'avoir, que les gens l'analysent comme ça ou pas, tu vois. Et tu vois toujours aussi dans le trop-plein, alors peut-être que tu as une explication à ça aussi, mais je trouve qu'il y a une problématique avec l'aîné de la famille Sully. C'est-à-dire que moi, je sais que ce gamin-là, je ne l'ai pas identifié. D'ailleurs, c'est marrant, je me souviens qu'il y a le personnage formidable dont on n'a pas encore parlé, joué par Sigourney Weaver, qui est Kiri. Elle est géniale, quoi. Ça, je me souviens de son nom. Loak, je me souviens tout à fait de son nom. Je trouve qu'il a un design dans le visage et tout qui est mortel, quoi. Et j'adore son parcours, j'adore le payoff et tout. L'aîné, je ne me souviens pas de son prénom. Pourtant, il le cite en fait dès le début, c'est le premier nom qui sort. Mais peut-être, mais parce que le premier, il te le présente d'entrée comme un suiveur.
Il te présente d'entrée comme celui qui... Du coup, ça m'a pas ému, en fait, quand il meurt. invisible de lui-même, il est naturellement... J'ai été ému par le film, mais pas par ça. C'est marrant. Et par contre, si je peux me permettre, ça fait longtemps, il est censé être le fils idéal, d'où, puisqu'on est là pour spoiler, il est censé être le fils idéal, d'où la facilité scénaristique, on va dire, à le sacrifier lui plutôt que les autres. Mais moi, je crois pas qu'il a un sens, ce perso, même si effectivement, bien sûr, il y a pas de problème. Moi, je vous parle de tout ça. Quant au personnage, parce que moi, je ne retiens absolument pas les noms navis, ça, j'en ai rien à cirer, mais le personnage joué par Saldana, là, sur lequel vous... Alors, c'est très marrant ce que vous dites, comme quoi. Alors après, il y a sans doute la réalité de la présence à l'écran incontestable là-dessus. Moi, j'ai pas senti du tout que Jake était si important que ça aussi, en fait, fondamentalement. Même si Cameron a beau parler de transmission, d'un film qui transmet de père à fils et tout ce que... Il est là, il est très présent. En fait. Pour moi, c'est sur les gosses. Hein. Le film est entièrement sur les gosses. Et malgré tout, le personnage joué par Saldana reste pour moi le personnage qui, même quand il n'est pas mis en avant à la fin comme la louve qui va être prête à tout pour défendre ses gosses, est le plus intense pendant tout le film. C'est elle qui est dans le refus, la non-acceptation des choses qui se passent en permanence. Elle est elle qui met le frein. Je trouve que elle met le frein parce qu'elle a raison. C'est elle qui, sans le dire, dit faut arrêter de fuir, c'est quoi le délire là ? Faut arrêter de fuir. Et l'autre, il est tout le temps en train de justifier, il faut se plier au code. Enfin, il faut mesurer un truc. Et là, je sais plus lequel de vous deux nous a parlé de Christophe Gans et autant je peux entendre il est à la fois dans le passé, il est à la fois dans le futur en termes de référence cinématographique, j'entends, mais putain, il n'y a pas plus actuel dans ce que ce film dit. C'est hallucinant. C'est-à-dire des émigrés climatiques et tout. Et pas que sur le climat. Il y a quelque chose sur un appel à la résistance, à la responsabilité, à la non-conformité par rapport à des choses qui apparaissent comme... En fait, ce que moi je l'adorais, hein, mais ça je l'adorais plus le film avance, c'est que il me cassait les couilles, moi, Jake Sully, pendant tout le film. En fait, en réalité, c'est un perso que j'aime pas, c'est lui. Et il me casse les couilles. Pourquoi ? Parce qu'il est bienveillant. Parce qu'il arrondit les angles. Parce qu'il essaye de faire que tout le monde... il a une bonne raison de le faire. Ma famille est ma forteresse. Moi, j'avais trouvé ça... Je l'avais dit à l'époque. Hein. J'avais dit rien que le teaser. Cette phrase dans le teaser, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, elle voulait tout dire. Pour moi, elle voulait tout dire. C'est quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive, la famille, c'est la forteresse. Et alors, c'est marrant parce que je vois des gens comparer les Fast and Furious, tu sais, genre, la famille se moque du film parce que, grosso modo, t'as le même thème. Mais il y a tout ce truc sur contester ce qu'on vous dit, contester la valeur des choses qu'on vous évoque, et que le film se termine comme le premier, on spoil, on a le droit, on s'en fout, hein, comme le premier, sur le mec qui ouvre les yeux, mais cette fois il ouvre les yeux et il te dit putain, je vais résister. Moi, excusez-moi, je vais pas faire le militant trotskiste, mais je rigole, mais il y a un appel à non, mais tu peux parler de ça, Yann. Je pense qu'il y a vraiment clairement ça. Il y a vraiment ça. Il y avait déjà ça dans le premier, clairement. Non, mais c'est pas ça que je dis. Il y a ça, mais ce que je voulais dire, en fait, j'avais rebondi juste pour dire que je trouvais que le personnage de Zoé Saldana, aussi peut-être peu présent soit-il à l'écran, est fondamental. C'est le personnage le plus important pour moi au final dans le film, parce que là où il l'amène, c'est un truc en réalité que le monde ne veut pas entendre aujourd'hui. Et il l'amène à travers des mythes, à travers des allégories, mais c'est brillantissime. Et tu noteras quelque chose d'intéressant, c'est que on parlait de miroir tout à l'heure, on a le personnage de Ronald, interprété par Kate Winslet, qui est la femme du chef c'est celle qui va se battre enceinte, oui. Qui est le miroir aussi de Thierry, et qui elle aussi représente, c'est-à-dire elle est enceinte justement, elle va avoir un bébé, et qui elle aussi est la forte tête en fait dans le couple. Exactement. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, mais elle n'a pas la radicalité du personnage de Saldana, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est des personnages, là pour le coup, ces deux femmes, je les appelais femmes plutôt que Navi, sont des personnages assez fordiens, hein, dans l'idée quand même. Hein. C'est Maureen O'Hara dans les westerns de John Ford qui effectivement
semble réservé en arrière-plan, mais tu te rends compte que si ça va trop loin, c'est de ce côté-là que ça va péter et que tout le monde va prendre cher. Mais sur la question, on a parlé de la question de la transmission, etc. Mais il y a aussi la question de, je trouve plus mes mots, mais c'est cette idée que cette prise de responsabilité des parents, parce que, pendant tout le film, a pour conséquence de faire qu'ils peuvent s'autoriser à faire confiance à leurs enfants. Parce qu'en fait, ils découvrent en même temps que nous le potentiel réel de ces mômes qui transcende dans la scène finale. Chacun des deux parents est sauvé. Les trois parents sont sauvés chacun par un de leurs enfants. Et on est vraiment sur ce... Enfin, moi, je l'ai vraiment vu comme sur ce film qui est tourné vers la suite, vers l'avenir. C'est ce qu'on disait en sortant. Le passage d'une génération à l'autre où les parents vont finalement admettre que leurs enfants vont faire de meilleurs choix qu'eux-mêmes. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables justement de sauver leur propre enfant. Quoi. Et prendre des meilleures décisions. La problématique pour moi, je vais rebondir un petit peu sur la présence de Jack Sully. En fait, faut pas. Si Jack Sully fonctionne, en fait, si son arc il fonctionne, c'est parce que c'est Cameron. Hein. Là, c'est le plus flagrant quand tu regardes le film. C'est-à-dire, Cameron, on le sait depuis le premier Avatar qu'il est parti s'installer en Nouvelle-Zélande. Il le voit comme un havre de paix. Il le voit, en fait, si tu veux, dans l'idée qu'il veut pas que ses enfants grandissent, en fait, là où lui, en fait, il a pu grandir, en fait, c'est-à-dire en Californie. Enfin, bon, il est canadien, mais en gros, en fait, vivre, en fait, et évoluer en Californie. Et donc, le truc, c'est que, et l'aspect, comment dire, il le dit, hein, qu'il a entre guillemets, un père absent et, voilà, on imagine bien, puisque c'est quand même James Cameron qui passe, je pense, des heures et des heures à travailler sur ces projets-là, quoi. Le truc, c'est que, en gros, si tu veux, l'aspect troufion, en fait, qui élève ses enfants par d'une rigueur militaire, si tu veux, bon, bah, on sent que c'est Cameron, quoi. Enfin, encore une fois, il s'en cache pas, il le dit, quoi. Donc, je pense que ça, en fait, c'est un des trucs où, bah, on a le sentiment que finalement, le personnage, il évolue, il fonctionne. Mais en fait, là où le film il a une radicalité, et moi je pense que c'est très important, c'est que je suis d'accord avec Julien, on peut pas juger le film en attendant ce que ça va être le 3, le 4, le 5, etc. On sait que le 3 va exister. Mais le truc, c'est que on est pour la première fois dans l'histoire du cinéma de James Cameron, en fait, à la croisée. Il y a une phrase, en fait, dans le film qui est hyper importante, en fait, mais qui est une phrase qui est dite dans le texte, et qui est une phrase qui s'adresse au spectateur aussi. C'est: la voix de l'eau n'a pas de début et elle n'a pas de fin. Et c'est ce que c'est, cette suite, hein. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, cette suite, c'est ça. C'est-à-dire que le début, c'est dans le premier Avatar. Ok, on t'a planté l'univers, tu sais ce que c'est, etc., etc. Maintenant que tu sais, on y va. Tu vois, on te raconte ce récit-là. Et il n'y a pas de fin. Parce qu'en fait, en gros, la fin, en fait, elle n'est pas tout de suite. C'est dans le 3, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le foreshadowing, en fait, dans l'écriture. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont axées. Beaucoup de payoff. Voilà, c'est-à-dire, en fait, un truc où on te dit, attention, si Kiri... en fait, s'accroche beaucoup trop. En fait, si elle commence à se connecter à Ewa, en fait, sous l'eau, etc., elle va faire des crises d'épilepsie, des trucs comme ça, elle peut y passer. Tu vois. Et en fait, d'un seul coup, tu te retrouves, en fait, où elle va quand même prendre ce truc à la fin, en fait, pour aller sauver sa famille, qui, moi, la scène, littéralement, qui me fait pleurer. Vraiment. Et 2 fois, c'est-à-dire les 2 fois où je l'ai vue, j'avais les larmes aux yeux, en fait, quand elle va les sauver. Je me suis posé la question, hein, je me suis dit, après, en sortant, j'ai intellectualisé le truc. Est-ce que j'ai pleuré parce que, globalement, on vient à la fin d'une scène d'action qui est tellement dantesque, tellement monumentale, où en fait, en gros, ils te croisent T2, Titanic, dans le monde d'Avatar, c'est-à-dire dans le surcinéma, quoi. Est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce que d'un seul coup, j'ai relâché la pression? Non. Parce qu'en fait, même là, en fait, la raison d'exister, parce que pour moi, c'est le cœur du film, c'est ce personnage-là, c'est vraiment ça, parce qu'il est pas seulement le cœur du film dans ce que ça raconte, si tu veux, d'un point de vue, encore une fois, narratif direct, mais aussi indirect, c'est-à-dire le moment où elle rencontre sa mère, quand elle se connecte, en fait, et que tu te retrouves, en fait, avec Sigourney Weaver 2 fois à l'écran, si tu veux, qu'elle se prenne entre les mains, si tu veux, c'est le projet global de cinéma, si tu veux, qui, moi, me semble, même si le film a été un succès, même s'il y a beaucoup de gens qui adorent le premier film, etc., incompris. C'est-à-dire vraiment, et pourquoi sur nous, enfin, moi, je sais que cette scène-là, elle m'a foutu les larmes aussi, parce que d'un seul coup, je me suis dit, ok, en fait, donc là, c'est un cinéaste qui a littéralement les pleins pouvoirs sur ce qu'il est en train de faire, et qui te le montre, en fait, par l'écran, en fait, si tu veux, et tout en même temps, écrivant un personnage qui se pose la question d'où elle vient, qui se demande, en fait, qui elle est, si tu veux, dans cette famille, parce que c'est pas l'enfant de Jack Sully ni Thierry, quoi, mais qu'elle en fait quand même partie,
qu'elle finit par aller les sauver à la fin, si tu veux. Enfin, c'est incroyable. Encore une fois, moi, ce n'est que la deuxième fois, donc c'est encore très difficile de... Mais non, mais le côté, elle a, tu sais, on sait très bien qu'elle va avoir une importance capitale dans le troisième, qu'elle est l'élu, ce que tu veux. Enfin, peu importe, on verra comment ça va être traité. J'en sais rien, en fait, si tu veux. En vrai, j'ai même pas envie de me poser la question parce que la satisfaction, elle était là. C'est-à-dire que moi, ce moment-là, la deuxième fois, j'attendais de voir, et la deuxième fois, je me suis remis à chialer comme une madeleine, quoi. Et vraiment, c'est un truc où tu te dis, voilà, il y a quelque chose en sous-texte. Moi, j'essaye de faire confiance à mes émotions, en fait, sur ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que si ça marche la deuxième fois, c'est qu'en fait, c'est voulu. Et en gros, il y a un sous-texte derrière qu'il faut analyser. C'est pour ça que quand on parle de films simples, quand on parle de machin, de linéaire ou ce que tu veux, moi, il y avait cette phrase, en fait, pourquoi je compare le film à T2 ? C'est-à-dire, en fait, quand j'étais gamin, il y avait ce critique que j'aime beaucoup, je vais citer, il nous connaît, il nous écoute, Vincent Guignebert, qui avait fait une très très bonne critique de Terminator 2, et il avait dit, voilà, Terminator 2, c'est un film parfait jusqu'à peu près 1h30, quand Sarah Connor, elle décide de ne pas tuer Dyson. Et après, en fait, le film prend tout un détour, en fait, pour terminer, il reste encore 1 heure de film avec de l'action, du machin, etc., et il aurait pu s'en débarrasser. En fait, ça m'avait frappé à l'époque, parce que moi, j'adore Terminator 2, j'ai pas forcément les mêmes réserves que Julien par exemple, mais en fait je m'étais dit ouais, mais est-ce que ça serait vraiment Terminator 2 s'il n'y avait pas 1 heure d'action à la fin, tu vois, c'est ça la question, elle se pose vraiment, et autant je suis d'accord avec ce qu'il dit d'un point de vue narratif, c'est-à-dire vraiment en fait il a raison, c'est un film où on aurait pu couper 40 minutes d'action, mais est-ce que tu veux en fait couper 40 minutes d'action dans Terminator 2 aujourd'hui, 30 ans après? Et la question elle se pose avec Avatar, le trop-plein d'Avatar 2, est-ce que c'est vraiment un trop-plein? Est-ce que en fait c'est tout simplement pas en fait à un moment donné dans un énorme projet de cinéma? Attention, je parle pas d'action, moi je parle. Non, je parlais pas d'action, Julien, je te parle vraiment de tout ce que tu peux avoir et en fait tout ce qui est voilà. Parce que du coup parfois parce que c'est de la narration l'action de T2. Je sais que parfois ça peut se mettre justement en travers de l'évidence émotionnelle, parce qu'effectivement on parle bien d'évidence. Est-ce que les gens considèrent comme de la facilité? C'est parce que ça coule de source. Mais si ça coule de source, c'est parce qu'il y a une construction de malade derrière. Stéphane l'a remarqué à la deuxième version, que justement le nombre de payoffs ahurissants qu'il y a dans le film, le fait que la première séquence de train dont on parlait tout à l'heure, lorsque son fils est évanoui, le premier réflexe de Jake, c'est de le tourner sur son dos pour voir s'il n'y a rien derrière. Si la balle n'est pas traversée, en fait. Et qu'effectivement, quand à la fin, lorsqu'il voit son fils allongé et qu'il le retourne, cette fois-ci il y a la trace de sang, et donc le spectateur a immédiatement percuté que c'est... Mais la façon de présenter Neytiri avec les flèches par exemple, c'est-à-dire en fait, quand elle envoie des flèches, t'as Quaritch qui la reconnaît tout de suite et qui l'appelle Madame Sully d'ailleurs, tu vois. En fait, t'as comment s'appelle à la fin quand elle revient sur le bateau, enfin sur le truc qui est en train de couler, et t'as la gamine qui la reconnaît, elle fait c'est maman, qui en fait une phrase hyper drôle quoi, parce que et qui est une pure idée de western. Non, qui est une pure idée de western. Mais moi je parlais pas forcément de ça, ce que je voulais dire. Justement, laisse-moi finir. Parfois, ça peut se mettre en travers de l'évidence. Moi, je sais que j'ai vécu ça dans la naissance de l'amitié entre le Tulkun et le Tulkun. Le Tulkun, merci. Le Tulkun, l'espèce de monstre qui ressemble à une baleine. Qui lui sauve la vie, effectivement. Avec le mythe de Jonas au passage, là-dedans. Mais ça arrive très vite. C'est-à-dire que leur amitié se scelle en même pas 3 minutes de film, et en plus de ça il dialogue, c'est-à-dire qu'il a dû me faire accepter en 3 minutes que cette créature est douée d'empathie, d'émotion, de sociabilité, et qu'en plus elle est en mesure de lui parler, et j'étais en mode oula, tu m'en demandes trop, il aurait fallu me préparer un peu plus. Je me suis pas senti prêt en fait à ce moment-là, j'ai dû accepter si je voulais continuer le récit. Mais c'est pas les sous-titres qui t'ont posé un souci? Non, c'est vraiment la rapidité. Ah ouais, la rapidité. Moi, c'est pas la rapidité, c'est les sous-titres. En fait, je me suis dit, mais qu'il ait besoin en fait de cet outil de langage là pour me faire comprendre ce que dit cet animal là. Et même, je trouve que ça lui ressemble. C'est une facilité que normalement il ne s'autorise pas. Ouais. Mais moi, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que moi, ce que je voulais surtout après Primal. Ouais. Mais ce que je voulais dire, qu'il n'a probablement pas vu. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que encore une fois, pourquoi je cite cette critique en fait de Vincent, qui est encore une fois vraiment une excellente critique. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, je m'étais dit putain, j'ai vu des trucs que j'avais pas du tout compris en fait sur Terminator 2 en lisant cette critique. Mais en fait, t'as ce que le film raconte et t'as le projet général. Et Cameron, en fait, c'est toujours ça. Hein. Il faut pas l'oublier, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, t'as un énorme projet. Je peux pas croire en fait qu'il soit lancé dans ce film-là en se disant ok, de ce film-là, ce n'est pas parce que lui-même, il a un côté genre ok, moi, vous savez les gars, je suis pas un érudit, je suis un mec qui comment dire, qui a appris sur le tas, etc. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et c'est quelqu'un en fait, si tu veux, qui c'est pour ça que je parle vraiment de
En fait, t'as le texte, t'as le métatexte, et le métatexte, en fait, il concerne le cinéma. Et en fait, plus basiquement, le projet général du film. C'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça que je dis, ça n'a aucun sens de le comparer en fait à Marvel, ça n'a aucun sens de comparer à tout ce qui sort aujourd'hui. Si je trouve juste que le film sort dans cette zone sinistrée cinématographique, et que en fait, plutôt même que de parler de spectacle total, moi j'ai envie de parler de cinéma total en fait. C'est-à-dire vraiment en fait de dire, en gros, oui, tu vois, comme tu disais, tu parlais des clichés, tu parlais de tout ça, mais comme dans le premier, et en fait version plus, tu vois. C'est vous n'avez jamais ressenti ça. Et ça, c'est très important pour moi de signaler ça, en fait. C'est plus que ça, c'est vous n'avez jamais... c'est vrai, vous n'avez jamais ressenti ça, mais vous n'avez jamais peut-être ressenti ça parce que vous avez oublié la valeur de ce qui est simple, parce que ce qui est simple est ancestral et très souvent mythologique. Il y a un truc, je te laisse rebondir après, je vais faire un truc tout ça, parce qu'en fait, on tourne autour, mais depuis tout à l'heure, et il y a une chose quand même qui est genre ultra simple. Hein. Le film, il est entièrement construit sur l'ombre et la lumière, sur le yin et le yang. C'est pourquoi Star Wars, on dit pas que c'est cliché et que c'est naïf et que c'est trop simple. Et pourquoi on le dit sur Avatar, qui fonctionne exactement de la même manière. Il a même avec cette idée géniale de l'éclipse. Ben exactement, avec l'idée géniale de l'éclipse, avec l'idée que le vrai et le faux et le vrai, les miroirs que vous dites sur le personnage, le fait que le bad guy est en Na'vi, tu vois, que la Na'vi devienne potentiellement une bad guy. Tout est inversé. Quand on parle de longueur, de trucs qui servent, de trucs qui servent pas, moi j'ai vous écouté et en fait il y avait un truc que moi j'aimais pas, qui m'a fait, j'aurais dit tout à l'heure, qui m'a gêné dans le film, c'est que j'avais trouvé trop simple, justement, c'est assez ironique, le montage. La structure du récit. C'est-à-dire que ce qui m'avait pas plu, la seule fois où je l'ai vu, c'est... J'étais tellement happé par le merveilleux, si tu veux, de la découverte. Du premier ou de celui-là ? Non, de celui-là. Par le merveilleux de la découverte des mondes marins, tout ça, que j'étais parasité par les séquences qui mettaient en scène les humains, et Quaritch et tout ça. Et ça m'énervait parce que j'avais aussi le sentiment que ça venait de manière métronymique à chaque moment où je commençais à être, mais alors presque à dire, putain, je suis dans un aquarium, là, j'ai envie d'y rester 2 heures, tout va bien, c'est génial, me fais pas chier avec ton intrigue. Et à chaque fois, il ramène de manière très basique. Hein. Et en fait, quand vous parlez que je me dis ce truc tout simple de l'ombre et de la lumière, du yin et de yang, tout est ramené. D'ailleurs, je crois que dans le texte, tu parles sur la voie de l'eau qui n'a pas de début ni de fin. Dans ce même propos, il te parle d'ombre et de lumière, très littéralement. Et en fait, même structurellement, c'est pensé comme ça. Même visuellement, c'est pensé comme ça. Et c'est quelque chose de fondateur, c'est quelque chose de profondément universel, c'est quelque chose... Moi, est-ce que les gens vous disent le yin et le yang, c'est trop simple? Tu vois? Bon, moi j'en ai marre, parce qu'au bout d'un moment, non mais c'est vrai, ça me casse les couilles, cette espèce de... Alors tu l'appelles comme tu veux, du snobisme, du cynisme, du truc de l'époque qui se croit malin en disant c'est manichéen. Mais bon, Star Wars c'est manichéen, et Tolkien c'est manichéen. Est-ce que manichéen c'est mal? C'est pas... Est-ce que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est automatiquement un défaut? Et est-ce que c'est un défaut d'opposer la lumière à l'ombre, en fait? Alors si on en est à dire que ça aussi... c'est con, basique et simple, bah c'est ce que fait ce monde, c'est se dire il n'y a rien eu pendant 20 000 ans avant nous. Ok, nous on est plus intelligents que les 20 000 ans qui sont passés avant nous. Bon, s'il y a des gens qui pensent encore comme ça, qu'importe il m'intéresse pas. Qu'importe que nous vivions tous. Qu'importe l'ancrage, qu'importe sur des évidences. Voilà, si on peut les attaquer, les renier par le cynisme. Non, mais il y a ça. Mais il y a un autre truc que disait Julien tout à l'heure qui m'a plu et qui est vrai, c'est la difficulté à analyser le cinéma de James Cameron et notamment sa mise en scène. Et ça, c'est clair, hein, que c'est un type qui a une mise en scène justement tellement efficace que c'est super difficile de voir entre guillemets plus qu'efficace. Non, vraiment, il faut de voir son style. En fait, là où chez d'autres, voilà, il y a des tournures de phrases, on va dire, auxquelles on est habitué. Même si ceci étant dit, bon, clairement, c'est un film somme. C'est un truc qu'on doit beaucoup à sa formation d'ingénieur, qui à sa façon de penser en fait. Pour lui, ce qui est important, c'est que ça marche. Ce qui est important, c'est que la personne qui utilise l'objet qu'il a créé ne se pose pas de questions, tu vois. Et donc, tu vas pas mettre des fioritures
l'écriture, juste pour faire joli, il faut juste que la fonction première soit immédiatement effective. Et donc ça tient pour le récit, ça tient pour la mise en scène, parce que le film visuellement est magnifique, mais pas seulement magnifique parce que technologie incroyable et tout, il est visuellement magnifique en termes de couleurs. Il a refait appel à Russell Carpenter, son chef-op de Titanic entre autres, et de True Lies, et dans les séquences justement finales avec le bateau en feu et tout, enfin c'est une palette monstrueuse, mais pourtant tu regardes pas ça en te disant putain mais qu'est-ce que c'est beau, alors que ça l'est manifestement. Tu regardes même pas ça des fois en te disant qu'est-ce que ça raconte de plus que ce que ça raconte en fait, parce que c'est aussi ce qu'il fait, encore une fois. Moi j'en reviens. Il y a un truc que je trouve incroyable dans cette invisibilisation à laquelle il s'astreint, c'est que il y a un moment où je me suis dit c'est littéralement du Tarantino qu'il est en train de me faire là, mais comme il le fait à la James Cameron, personne ne le verra. C'est-à-dire qu'il a identifié un code cinématographique et il joue avec, et en l'occurrence c'est celui de l'aventure du Poséidon. Puisque le film d'Irving Allen à l'époque, la grande idée du film c'était ce bateau renversé où ce qui était justement en haut devenait ce qui était en bas, etc. Et le film est pas terrible, hein, le film d'Irving Allen, mais c'était une idée brillante parce qu'elle et comme Tarantino il a tendance à faire ça, à chercher dans une série B une idée brillante qui a pas été exploitée, il la reprend, tu vois, pour justement faire germer tout ce qu'il y avait derrière et que le film d'origine n'a pas. Bon, et Cameron, lui, c'est exactement ce qu'il fait dans cette scène, donc. Où les Thierry et sa fille remontent grâce aux tables à travers le bateau, et ça rejoint la thématique justement de renversement du monde à laquelle on a eu droit à ce moment-là, bon, chose qui n'était évidemment pas du tout dans l'aventure du Poséidon, que James Cameron a forcément dû voir, vu que c'est un passionné des océans. C'est amené dans les scènes de sous-marine, hein, c'est-à-dire que t'as des plans, en fait, vraiment t'as des plans où d'un seul coup la nage, en fait, si tu veux, des navires avec les Tulkun et tout, t'as des mouvements de caméra en fait qui sont pensés où en fait t'es inversé, c'est-à-dire le vrai monde est sous-marin, et au lieu d'être au-dessus, quoi, tu vois, et alors que tout le jusqu'ici à peu près du film, en fait je pense pour moi c'est une idée de dire au spectateur, si tu veux, maintenant ça se passe là en dessous, quoi, tu vois, mais il le fait pas encore une fois, il le fait jamais de façon ostentatoire. Non, mais jamais, bien sûr. Il se fait jamais remarquer en fait. Qu'est-ce qui te fait marrer? J'essaye de parler depuis 5-10 minutes, c'est vachement dur. Je sais plus ce que je voulais dire en plus. Non, oui, si, là-dessus, en fait, je pense que c'est pas tant peut-être pour le truc d'inverser, on peut peut-être plaquer cette lecture-là, mais moi, je pense que c'est surtout alors moi, j'ai fait un peu de plongée, et c'est vraiment un truc que tu vis quand tu fais de la plongée avec des bouteilles, quoi. Et je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que quand le peu que j'ai pu parler avec Cameron de Kiri, par exemple, c'est sa fille. C'est-à-dire que le truc où elle a le châle, elle se cache la tête et tout, ça vient de sa gamine, en fait, qu'il a pas vu. Il me dit, j'ai pas vu son visage pendant toute sa 14e année. Et c'est ça aussi le truc de Cameron. Enfin bon, vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles j'ai essayé de rebondir, mais par exemple sur la scène d'action finale, moi aussi cette critique de Vincent m'avait troublé, mais en même temps, à la réflexion, je peux la contredire. C'est-à-dire que je pense que tout fait sens dans cette scène d'action. C'est pas juste parce que c'est du Cameron et que c'est super bien réalisé et tout. C'est que je pense que, par exemple, le fait que Sarah Connor affronte son double, etc., c'est qu'elle affronte à ce moment-là, elle finit d'affronter sa part d'ombre. Je pense que le sacrifice du Terminator à ce moment-là, c'est que là, c'est aussi le moment où il découvre son humanité aussi, qui se positionne comme une espèce de figure christique, un peu, on va dire ça comme ça, faute de mieux. Et là, c'est exactement la même chose. J'ai dit beaucoup de mal, beaucoup de mal. Je pense que rien n'est rédhibitoire dans tous les défauts que j'ai relevés personnellement sur Avatar, la voix de l'eau, mais ça se retrouve dans le film, mais non seulement ça se retrouve, c'est-à-dire cette intimité qu'il arrive à insuffler à ces scènes grandioses. Pour moi, Cameron, je sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais cette histoire-là, on pourrait la raconter dans un truc avec une petite pièce. Non, en fait, on peut pas le raconter ça dans une petite pièce, parce que je suis pas d'accord, en fait, Yann. Non, c'est pas ça, c'est que je pense que en fait, la puissance de Cameron, c'est que toi, quand tu vis ces émotions-là dans la vraie vie, t'es sur le Titanic, en fait. Je pense que quand tu dis au revoir à quelqu'un que t'aimes à l'hôpital, c'est la scène à l'intimiste, mais c'est le Titanic qui coule, en fait, dans ta tête. C'est toujours ça, Cameron. C'est-à-dire que tu t'engueules avec tes gamins ou tu t'engueules avec tes parents que tu vas pas voir pendant plusieurs années et tout.
c'est se passe effectivement dans une petite pièce dans un salon et tout, mais en fait, en vérité, c'est un bateau qui coule, qui est en flammes et avec des flèches et des machins qui viennent partout parce que t'es en position de fragilité à ce moment-là. L'un n'empêche pas l'autre. Et le truc en fait avec Cameron, c'est que c'est ça aussi sa puissance. Et là, là, je trouve que s'il y a un truc qui est exponentiel par rapport à ses autres films, c'est que il était relativement restreint dans les drames humains en fait. Parce que c'est des drames humains pour moi, les drames des navis, donc, ou les drames navis, là, mais bon, c'est la même chose. Et en fait, là, c'est hyper complexe, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui se nouent, en fait. Et c'est là, en fait, où j'attends aussi la réaction. Il y a beaucoup de personnages, je veux dire, beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques. Et c'est là aussi j'attends la réaction des gens, c'est que j'ai aussi l'impression que le film peut potentiellement toucher à l'universalité aussi là. C'est-à-dire que moi, je pleure pas du tout à la scène de Kiri, par exemple, mais par contre, je pleure à la scène de Loak. Quand il va chercher Jack Sully. Et il me semble qu'il y a une... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il joue sur une grande quantité de registres. Je peux dire où j'ai pleuré. Toi, Raph. Non, mais c'est intéressant, justement, parce que j'en ai un peu honte, parce que c'est normalement un truc qui aurait dû me déplaire, en fait. Mais ça m'a pris par surprise. Donc il y a cette réplique que la famille a un credo qui est se stick together, donc en français, ça doit... se serre les coudes. Qui revient plusieurs fois dans le film et donc à un moment où tu l'as oublié, la toute petite gamine de 8 ans part pour aller sauver sa mère et l'autre lui dit mais où tu vas, et elle lui sort la réplique comme ça, et avec sa petite voix géniarde de petit môme de 8 ans, et je m'attendais tellement pas au machin qu'effectivement j'ai eu là pour le coup un gros déluge sur le visage qui arrivait d'un coup, parce que c'était tellement mais con au sens de simple, tu vois. Évidemment, cette gamine, elle entend ça toute la journée. Tout d'un coup, ça fait sens pour elle. Au moment crucial où tout le monde a oublié que c'est de ça dont il s'agit, elle s'en souvient. Bon. Il est marrant ce perso, parce qu'il a à la fois... c'est vraiment le ressort comique du film, mais en même temps, c'est celui qui est le plus premier degré. Enfin, il y a un truc marrant, j'ai pas tout analysé encore. Et on en revient à cette question de la simplicité, tu vois. Tout d'un coup, à un moment crucial, la simplicité de cette réplique, elle prend tout son sens. La simplicité de l'enfant aussi en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle croit absolument à tout ce qu'on lui dit. Moi, j'ai une fille qui a 2 ans et demi et Touk m'a littéralement fait penser à elle parce que c'est clair. Tout ce qu'on lui apprend, tout ce qu'elle entend de sa sœur, de sa grande sœur, de nous, etc., elle essaye vraiment de l'incarner. Et comme elle est plus petite, elle est en retard, elle a envie de rejoindre les autres, comme Touk le fait en ralentissant le groupe, etc. Mais ce que tu dis, en fait, c'est intéressant parce que ça pointe en fait du doigt cette universalité qu'on cherche tous là dans le film, en fait, parce qu'on la connaît, celle du premier. Mais là, le truc, c'est que le film vient de sortir, nous on enregistre, on est le 15, le film est sorti le 14, il y en a aucun de nous qui l'a vu avec ses enfants. Bon, moi j'ai pas d'enfants, mais si. Vous, toi tu l'as vu avec tes enfants? Je l'ai vu avec Sacha, la grande. Avec Sacha, voilà. Et en fait, si tu veux, c'est là où ça va commencer, à mon avis, vraiment à se mettre en place. Et là, on va commencer à comprendre à quel point le film est universel, parce que au cœur du film, il y a un truc tout simple en fait. La famille. Et le truc en fait, c'est que cette idée spécifique en fait qu'il a eu, qui fait on passe du premier Avatar, en fait c'était l'histoire de 2 personnes qui vont s'aimer, si tu veux, alors qu'ils sont pas censés s'aimer à ce moment-là en fait, et lui qui va tomber amoureux d'un autre monde. En fait, le film il passe 15 ans, il y a, à part, on a dit que c'était très linéaire, mais il y a vraiment ce petit quart d'heure en fait au début qui est placé pour te rattraper tout ça. En fait ça, je pense que en fait quand tu vois ça avec tes gosses, à mon avis, c'est là où en fait on va voir le potentiel énorme du film. Et moi je pense sincèrement, et c'est pas du tout. Rappelez-vous qui vous êtes, ça pourrait être le sous-titre de La Voix de l'eau. Ouais, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais je pense sincèrement que les gosses en fait vont adorer le film, vraiment. Non, mais moi je me souviens très bien que sur le premier, Cameron il disait, moi de toute façon j'ai essayé de trouver une excuse pour faire des combats d'hélicoptères avec des dragons, et c'est vrai qu'il y avait déjà ce truc qui est un peu mon refrain, mais de l'enfant de 7 ans, quoi, que moi aussi, qui avait fait que j'ai été beaucoup très sensible en fait à ça. Mais là, il y a un truc, c'est qu'il faut pas non plus oublier ce que c'est, je pense, La Voix de l'eau pour Cameron. C'est que c'est un film, c'est un projet pour lui où il essaye de trouver des solutions. C'est-à-dire que c'est un mec, je pense
Cameron est un éco-anxieux, comme on dit aujourd'hui. Moi, j'estime qu'il y a de quoi l'être. On est au bord de l'extinction, je le pense vraiment, sincèrement. Tant pis pour les climato-sceptiques ou tous les trucs et tout. Je pense qu'on est dans la merde. Et je pense qu'il y a de quoi être là-dedans. Et lui, en fait, Cameron, c'est un mec qui essaie de trouver des solutions. Il avait essayé de trouver des solutions pour le solaire, notamment dans sa maison en Californie, etc. Et c'est un truc qu'il a essayé. Il a arrêté de bosser un moment parce qu'il a monté des fermes de légumineuses riches en protéines, par exemple, au Canada. C'est le plus gros, sa ferme en Nouvelle-Zélande, le plus gros producteur de chouquel de Nouvelle-Zélande. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire en Nouvelle-Zélande. Bon, n'empêche, c'est intéressant parce qu'il est déjà dans un truc concret. Et je pense qu'il faut pas mésestimer ça. Il faut pas. C'est-à-dire que de la même façon qu'il essaye de redonner du sens au cinéma aux jeunes spectateurs, il essaye aussi de les impliquer dans le truc. Et moi, effectivement... Même s'il dit que c'est vraiment une aventure avant d'être un film un message. Non, mais bien sûr, mais je pense que le gamin qui va voir ça, moi j'ai effectivement très hâte de le voir avec mes enfants. J'ai pas pu m'empêcher de penser à eux, mais tout le temps, quoi. Et je me suis dit, mais ils vont être... Je pense, hein, je peux me planter, mais ça va leur retourner la tête, quoi. Mais vraiment, je pense, qui s'est fait engueuler par son fils parce qu'il est parti le voir sans lui. Moi aussi, je me suis fait engueuler. mais grave. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport au public aussi, parce que quand le 1 est sorti, toi, t'étais déjà papa ou pas encore ? Non, pas encore. Je pense qu'il y a toute une... Et toi non plus ? Si, moi j'étais déjà... Non, je pense qu'il y a... Non, il est sorti quand ? 2009. Ouais, il est sorti un an plus tard. Il est sorti un an plus tard. Je l'ai éjecté un an plus tard. Non, mais je pense qu'il y a aussi, faut pas négliger ça, du côté du public, où toute une partie des personnes qui l'ont vu, qui ont vu le numéro 1 à leur sortie, étaient des jeunes adultes, peut-être en couple, peut-être venaient de tomber amoureux aussi de quelqu'un, et 13 ans plus tard, ont des enfants comme Jack Sully. Alors après, le truc, c'est que le premier Avatar, ça a été un tel carton que tout le monde l'a vu. Et en vrai, oui. Si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que oui, très forcément, il y a ça, mais il y a aussi, je pense très clairement, en fait, des gamins pour qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas de tout, etc., pour qui c'est leur Star Wars, en fait, tout connement, hein. Tu vois, et en fait, le truc, si tu veux, c'est que nous, notre Star Wars, c'est Star Wars, tu vois, et à eux, c'est leur Star Wars, tu vois. Donc le truc, c'est qu'ils vont voir ça, et puis en fait, ils avaient 10 ans, maintenant ils en ont 25, et en fait, ils vont voir le film, quoi, tu vois. Mais je pense, hein, en fait, c'est... Le spectre est hyper large. Tu fais, en fait, c'est une anomalie, hein, ce succès. C'était une anomalie absolue, quoi. C'est-à-dire, tout à l'heure, t'as dit, oui, ça a été rattrapé par Avengers. Non, c'est pas vrai. Non, alors, ça a été pendant... tout à fait vrai. Et au bout de 2 ans, non, mais de toute façon, les chiffres sont faux. C'est des questions de dollars constants. De toute façon, Avatar est repassé devant depuis sa ressortie. Mais il a jamais perdu cette place. Même avant. En termes d'entrée pure, hein, je parle pas d'argent. Il est deuxième en dollars constants, je crois. Titanic est troisième, un truc comme ça. Ouais. Le premier, c'est toujours autant d'emporte le vent. C'est toujours autant d'emporte le vent. Mais en termes d'entrée pure, non, on oublie, quoi. Ils ont voulu faire croire que Star Wars l'avait battu aussi, etc. Mais là, on joue sur l'inflation et ce genre de conneries, quoi. C'est la sortie en Chine. C'est pas la ressortie en septembre, c'est la sortie en Chine qui a permis Avatar de repasser devant. Ouais. Je peux dire deux trucs qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous venez de dire. Rapide. Ça a à voir avec Avatar ou pas ? Ouais, bon, évidemment. Non, mais il y a un truc qui est juste, là vraiment, c'est juste du petit référentiel, mais Subnautica. Subnautica, jeu vidéo indé. Mais j'avais l'impression d'y être. Donc moi, si tu veux, déjà j'ai plongé dans Subnautica. Non, pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que le seul truc qui m'avait un chouille agacé, enfin pas agacé, un peu déçu, c'est que sur le premier Avatar, c'était que, évidemment je n'étais pas déçu par le film, par tout ce qui m'a emporté émotionnellement, mais visuellement, au-delà de la qualité technique, la direction artistique, le choix de la gueule de la planète Pandora, si tu veux, j'étais déçu parce que je m'attendais à un imaginaire James Cameron et c'était extrêmement référentiel de tout un pan du manga et du jeu vidéo. Qui est pas trop chose, hein, trop chose, mais j'entends par là les îles flottantes, les forêts, les trucs, t'as même la façon dont ils filmaient les gens marcher sur des, enfin tous ceux les montagnes dans Sonic, en fait tu les as tout de suite non mais je veux dire tous les gens qui avaient vu les premières cinématiques de World of Warcraft, qui avaient bouffé les Final Fantasy pendant toute leur jeunesse, ils savent très bien que l'influence était énorme, et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Subnautica en regardant le truc, non pas qu'il est forcément pompé sur Subnautica, parce que Subnautica tu pourrais dire c'est pompé sur tout le cinéma de James Cameron, mais ce qui était intéressant, c'est que il a toujours, il a traité des abysses, il a exploré lui-même des abysses, et finalement on n'est pas dans les abysses dans ce film, on est exactement dans l'émerveillement que procure Subnautica au départ, avant que tu ailles dans les abysses, et comme il y a plein de choses qui sont similaires, même dans certains designs de créatures, avec des créatures que tu vois dans Subnautica, je me dis, il y a une petite passerelle, donc
Juste ce petite chose que je voulais dire Puis qui c'est est toute conne. C'est un petit jeu, mais moi j'ai surkiffé. Et deuxième truc aussi, ne sous-estimons pas, peut-être, je pense, l'influence de George Miller, non pas de Fury Road, mais du plus grand chef-d'œuvre de l'animation pour moi, qui est Happy Feet 2, qui déjà parle de conditions humaines, qui déjà parle d'écologie, qui déjà parle de sauver le monde, qui déjà parle de famille et de relations père-fils, et qui m'avait fait encore plus pleurer que Avatar 2 émotionnellement. Ouais. Et je pense qu'il y a une vraie partie de ce film-là, peut-être même inconsciemment, hein, mais qui s'est reprojeté dans cet Avatar à travers les thèmes et ce sera intéressant de savoir ce qu'il en pense, Cameron, parce qu'on sait ce qu'il pense de Mad Max Fury Road, mais je serais très curieux de savoir ce qu'il a vu, c'est sûr et certain. Et oui, il y a une vraie connexion entre les deux films. Je serais très curieux. Il y a un truc aussi avec Miller, c'est qu'il y a un autre, tu parlais du changement de Cameron par rapport à ce qu'il faisait auparavant. Est-ce que j'ai le temps encore de parler de ça? Tu as le temps. Mais de ce qu'il faisait ça, il y a un truc que je voyais poindre en fait dans Avatar et qui est aussi en train de s'assumer avec le deuxième, qui est l'intrusion du fantastique à l'intérieur de la science-fiction. C'est-à-dire que Cameron, ça a toujours été quelqu'un qui a fait de la SF, de la tout est justifié. Tout le temps. Il n'y a pas de place au fantastique, il n'y a pas de place au merveilleux. Et dans l'Avatar, il y avait ça. Ça commençait. C'est-à-dire que la notion des Iwa qui tout à coup est une espèce de truc qui mobilise tous les animaux, alors c'est vaguement justifié par Sigourney Weaver à un moment, mais c'est quand même un peu flou. Et il y avait déjà un petit truc où il disait, il y a un truc qui me dépasse, mais qui est en lien avec la nature et qui est en train de mais c'est le mystique qui a été popularisé par la vision de la Terre Mana dans 1000 jeux japonais. L'image de mais je pense que ça venait moi sur le Thanator. Voilà, et je lui avais parlé moi de Mononoke par exemple, et du côté je lui dis mais c'est vraiment un film, il y a un côté animiste aussi dans le film et tout, et il m'avait dit non mais je l'ai pas copié, il l'avait mal pris, j'étais dégoûté. Non mais en fait j'avais peu de temps, et il m'avait dit mais le plan de Neytiri qui est sur le Thanator, j'avoue je l'ai repris de la princesse San qui court sur son loup, quoi, c'est évident. C'est vrai ce que tu dis, il y a une approche mystique notamment avec le personnage de Kiri qui, c'est ce que littéralement est Krishna en fait, c'est-à-dire qu'elle est c'est l'Immaculée Conception aussi, hein, donc c'est un mélange. Mais Krishna c'est pareil, c'est-à-dire que Krishna c'est ce que j'allais dire, l'enfant qui naît d'un cheveu de Vishnu, qui est une incarnation de Vishnu, donc Ewa, et donc qui vit pas avec ses parents, qui est récupéré par un couple qui est adopté comme Kiri. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est que ce que tu dis est vrai, mais Cameron, il l'aborde quand même malgré tout d'un point de vue scientifique. Dans le premier avec comment elle s'appelle, avec Sigourney Weaver, avec Grace Augustine, ouais. Et notamment qu'en fait, littéralement, Ewa, c'est Skynet. C'est-à-dire que tu as le... Oui, c'est Internet, tu as ce réseau connecté, il te l'explique comme ça, en fait, l'existence d'Aiwa. Et enfin, voilà. En fait, il te le justifie comme ça, pour les gens qui, justement, n'ont pas une approche mystique. Et en fait, je pense que c'est même, qu'il le fait lui. Il le fait peut-être pour lui. Grace Augustine, je suis désolé. Hein, entre Grace et Saint-Augustin, oui, on est un peu dans le mysticisme. Oui, et c'est justement un truc qu'il est en train de pousser. Exactement. Que je pense que Kiri, et c'est là aussi où je pense que c'est un personnage qui m'a énormément touché, c'est la vraie nouveauté dans la continuité de Cameron dans le film. Ça fait partie de ça. C'est comme la scène de l'apnée. C'est un truc, moi, je ne trouve pas d'équivalent en fait dans son cinéma auparavant. Je trouve que déjà la conception même du personnage, à la fois technologique, parce qu'on n'a pas parlé du jeu de Sigourney Weaver, tout le monde devrait parler du jeu de Sigourney Weaver, qui est complètement ouf. Mais parce que c'est une évidence en fait, encore une fois. Elle est juste incroyable. Elle est incroyable. Et je trouve que ce personnage-là, et même l'existence même de ce personnage-là à l'intérieur du cinéma de Cameron, si pour moi il y a une promesse dans les suites, évidemment que j'attends Quaritch, évidemment que j'attends qu'il me rattrape Spider de ce que j'ai ressenti. C'est évident que mais elle, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va en faire? La scène avec les tentacules blanches. La scène avec les tentacules blanches. Ce qu'Alain a dit, hein. C'est quoi ça t'énerve? Ce qu'Alain nous a dit, il va en faire Krishna. Oui, je pense. Je pense qu'on a, il y a la lecture hindouiste en fait d'Avatar. Tout le monde l'a évoqué vaguement, tout le monde en a un peu parlé. Lui, il l'a assumé, mais je pense que ça, il mérite, ça mériterait en fait d'avoir un vrai travail de fond, Rafik Djoumi, sur la lecture hindouiste en fait d'Avatar 1. Rafik a oublié sa pipe, donc pour voir. Il faut d'abord que je retraduise les scripts d'origine en sanskrit pour pouvoir faire des comparaisons. On compte sur toi. Non, mais c'est vrai que sur le premier, on compte sur toi. C'est vrai que sur le premier épisode, t'avais déjà cette référence. Moi aussi, j'ai beaucoup dans ma vingtaine d'années, j'ai beaucoup étudié les religions, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, etc. Et dans le premier, c'est pas autant appuyé, mais c'est pareil. Jake Sully, c'est comment il s'appelle? C'est Rama, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est le dieu roi qui vient des étoiles.
Donc littéralement, Jake Sully vient des étoiles, il devient Toruk Makto, donc le roi. Enfin, mais c'est pas des choses très appuyées. Moi, il y a un truc sur lequel j'ai envie de revenir, qu'on a parlé, il nous faut une marionnette d'Alain Mercier s'il commence à intervenir comme ça. En fait, on n'a pas les moyens de prendre une nouvelle caméra. Parce que là, maintenant, l'image, les gens ils vont nous voir en train de. Non, mais en fait, il y a que du reaction shot là. Ce que je voulais dire, c'est que il y a quelque chose d'intéressant il y a plusieurs points qu'on a soulevés que moi j'ai envie de connecter, c'est-à-dire on parlait du problème de Neytiri. Moi, j'ai eu le même sentiment au début du film, pendant même les 2h45 du film, que Julien vis-à-vis de Neytiri, c'est qu'elle était très en retrait. Mais pour moi, elle est en retrait pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est celle qu'on n'écoute pas. C'est celle qu'on n'écoute pas parce qu'elle est. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure quand elle arrête pas de dire faut pas fuir. Exactement. Mais parce qu'en fait, elle, c'est la voix, c'est le côté animal en fait. Elle est elle va être dans la confrontation, c'est-à-dire elle assume ce truc-là parce que ça fait partie de sa culture. Elle est old school. Elle est old school, etc. mais Jake Sully, il est old school à sa manière, c'est-à-dire. C'est la nature elle-même en fait. C'est ça. Et c'est l'ombre en fait. Depuis tout à l'heure, on parle de yin-yang, d'ombre, etc. Et c'est elle reste dans l'ombre de son mari. Elle est écartée dans la conversation quand ils arrivent chez les Navi de l'eau, j'ai oublié le nom de la tribu. Elle met en avant le fait que son mari est Toruk Makto, etc. Et Jake Sully lui dit non mais là c'est bon, t'arrêtes, tu te tais et tu te mets de côté quoi. Il la met littéralement dans l'ombre. Et en fait mais parce qu'en fait c'est pas elle qui a un problème psychologique. En narration, en scénario, souvent ce qu'on demande aux personnages principaux, c'est d'avoir un problème psychologique et un problème qui semble être évident pour le personnage. Donc le problème évident de Jake Sully, c'est qu'il doit protéger sa famille et il a Quaritch au cul. Et le problème psychologique qu'il a, donc celui dont il n'a pas conscience, c'est qu'effectivement il fuit. Et Neytiri, elle est là un peu pour le rappeler, pour le pousser, et il continue, et c'est lui, quelque part, qui est présenté comme lumineux parce que il protège sa famille, il est bienveillant, etc. Mais il y a une part à assumer, et c'est ce qui finit par se produire, parce qu'à force de fuir, ils perdent l'un des leurs, quoi. Et c'est là, en fait, où littéralement, Neytiri prend le dessus, mais oui, mais pas au niveau de la narration. Encore une fois, moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un truc de ressenti et de dramaturgie. Toi, tu me le défends avec la thématique en fait du scénario dans laquelle, mais tu as tout à fait raison, Alain. Mais je pense que dramaturgiquement, les deux chez Cameron n'ont jamais été en conflit. Jamais auparavant. Je ne vois pas d'exemple en tout cas. Et là, pour moi, il y a un problème en fait de tension entre les deux. C'est-à-dire que oui, tu as probablement raison là-dessus. Yann a probablement raison aussi là-dessus. Comme j'ai tout à fait compris aussi que les Avatars, c'était avant tout l'histoire de Jake Sully notamment parce que c'est James Cameron. Mais il n'empêche que dramaturgiquement, quand tu sors du premier Avatar avec cette image du personnage et que tu te retrouves dans Avatar 2, je pense que comment dire, le frein que j'ai ressenti, il est légitime. Ah mais je l'ai ressenti aussi, mais il est pas illégitime. Ce que j'essaye juste légitime. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça, tu vois. C'est pas plus illégitime. Représentative aussi du premier film que c'est normal. Mais t'es obligé de voilà quoi. Après, t'as quand même la meilleure réplique du film quasiment avec elle quoi. Ah mais moi je trouve que tu vois quand il la regarde comme ça et qu'il lui file le truc. Je trouve que c'est un perso. C'est bon, on va y aller là. C'est surtout qu'elle a la scène la plus foudroyante justement. Ah putain ouais. En mode où le spectateur se demande, malgré tous les entre guillemets clichés. J'étais presque déçu qu'elle le flingue pas. Mais c'est pas clairement. Mais je crois que c'est parce que j'aime pas trop le mec. Non, mais il arrive. Mais j'aurais aimé qu'elle le fasse parce que je me dis putain les enjeux de ouf quoi. Mais je pense que les enjeux de ouf ils sont là. À te mettre en condition pour que tu y crois quoi. Mais symboliquement elle le fait. Elle le sacrifie. C'est-à-dire que on le voit dans cette scène au début quand les Sully quittent les Omaticaya. Quand Jack rompt son serment d'être le chef, on le sacrifie, on lui fait une écorchure sur la poitrine, et c'est ce qu'elle fait, elle en fait. Elle sacrifie le fils, c'est-à-dire qu'elle coupe le lien entre Quaritch et Spider. Et Spider. Elle le fait pas consciemment. Ça, je suis pas sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, ça suit. Quoi. Attends, ça a l'air pas mal comme film quand même, non? C'est dense. Alain Mercier, il va aussi une fois par an, mais il va le voir que 5 fois. Je suis allé le voir 2 fois la même journée. C'est vrai? Ouais, je l'ai vu. Prévu? Ouais. En fait, il a déjà pris deux autres places. Hein.
Non, mais c'est un autre truc qu'on n'a pas dit, qu'il faut peut-être aussi insister là-dessus, c'est que le film dure 3h12. 3h12. Mon copain Max, il a fait le truc, il m'a dit, j'ai eu l'impression que ça durait un peu moins de 2 heures en sortant du truc. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que malgré tout ce que je peux vous avoir dit depuis le début sur les trucs et tout, et j'ai été décontenancé, moi, en sortant de la première projection du film. Le truc fondamental pour moi, c'est que je ne me suis pas emmerdé, quoi. Et puis, ça, mine de rien, c'est pas donné sur un film de 3h12. Et même au-delà de ça, moi, je rajouterais un truc, c'est-à-dire qu'en fait, en termes de pouvoir d'immersion, en fait, parce que évidemment, on l'a un peu cité, George Miller et tout, mais moi, le seul film en fait qui m'a fait ça ces dernières années, à part le premier Avatar, c'est Mad Max Fury Road. Les deux films sont absolument pas comparables. Hein, c'est rien à voir en fait. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que c'est pas du tout les deux mêmes propositions. Mais la réalité, c'est que malgré le HFR qui a pu en fait nous poser problème à moi et à Julien, malgré en fait, comment dire, oui, ce que dit Yannick par exemple sur l'idée qu'en fait la structure du scénario à un moment donné casse le merveilleux, etc. Malgré tous ces trucs-là, il n'y a pas une seconde. Malgré la musique aussi, on en a pas parlé. Ouais, la musique qui est effectivement en deçà des éventuelles attentes, même si moi j'ai jamais trop déliré sur la musique de James Horner. Là, c'est vraiment des reprises de motifs, quoi. Le truc, c'est que malgré tout ça, en fait, il y a aucun moment donné où l'immersion n'a été rompue. C'est-à-dire que vraiment, tu sors du truc, et moi, je savais plus comment je m'appelais. Hein. C'est-à-dire que vraiment, en fait, oui, ça te laisse reste longtemps dans la tête derrière. T'étais ailleurs. T'étais littéralement ailleurs. Alors moi, j'ai pas ça, tu vois. Les gens sur le Discord, ils ont fait t'étais sur une planète qui s'appelle Pandora, et moi je disais, je suis une planète qui s'appelle cinéma, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, en gros, c'est vraiment une manière. Ce qu'on a vécu par le passé au cinéma, et voilà, justement, de retrouver cette sensation, je suis dans une salle de cinéma pour ça, pour vivre cette expérience hors corporelle, de décorporalisation. Mais je pense que ça où c'est difficile de revenir, c'est difficile de sortir de la salle et de voir des bagnoles et de voir le métro et de se dire, ah mais c'est vrai, c'est là-dedans que je vis, en fait. Et c'est ce que je voulais dire quand je parlais de grands projets de manière générale, c'est-à-dire qu'encore une fois, t'as ce que le film raconte, ce que l'histoire est censée, ce que t'es censé suivre. Nous, on avait ce truc, on dit tout le temps on spoil, mais il y a pas grand-chose à spoiler dans Avatar 2, hein, finalement à la fin. Mais on a tout spoilé, quoi. Ouais, voilà. Mais par contre, le truc, c'est que il y a pas grand-chose à spoiler dans le sens où, en fait, en gros, tu peux pas. Moi, on nous a posé l'expérience. Voilà. C'est-à-dire, on nous a posé la question parce que les gens savent qu'on l'avait vu 2 semaines avant la sortie du film et tout le monde a posé la question, et c'est très difficile de trouver les mots, de dire, bah, en fait. C'est ça. Alors des fois tu trouves des trucs, c'est ce que je dis en fait. Tu prends, c'est Avatar, le premier il est comme ça, alors que c'était un film énorme, hein, monstrueux. C'est un film comme ça maintenant à côté. C'est vraiment un truc, voilà. Et t'essayes d'expliquer, mais tu peux pas préparer les gens. C'est-à-dire tu peux pas préparer les gens à un film comme ça. Si tu veux regarder que sous un prisme, tu seras pas content du film, tu seras pas satisfait peut-être, effectivement, si tu veux regarder le projet global, c'est pas possible. C'est pas explicable. Quand moi je dis j'ai chialé sur les premières scènes sous l'eau, c'est parce que c'est pas explicable. Je vais te dire ça à quelqu'un, je vais dire les scènes sous-marines elles sont super, il va me dire ah ouais. Tu peux pas. Pour moi c'est probablement le film le plus immersif qui a jamais été fait. C'est un truc de fou en fait. T'as l'impression d'être les macaques dans 2001 au début, là devant le monolithe et tu fais. C'est ça. C'est exactement ça. C'est au-delà du scénar, au-delà de tout ça, au-delà de la technique, t'es dedans, quoi. Moi, je sais que j'ai mis un temps monstrueux à atterrir à la sortie du film, hein, mais vraiment, hein. Et t'as pas envie, parlé des baleines. On n'a pas parlé du baleinier, putain. La chasse à la baleine, là. C'est très satisfaisant comment il se fait dégager. Comme une merde. Voilà, on dira ça. Est-ce qu'il faut qu'on termine? Est-ce qu'on a fait 3h12 là déjà? Non, pas encore, on peut continuer. On a un petit peu de temps. On a 1h35 par là. Oh la vache. C'est pas mal. J'ai une vie là, faut que je m'en aille. Avant c'est comme ça, toi. On a un autre enregistrement qui commence dans 20 minutes. Non mais voilà, en fait, en gros, je pense que pour résumer, je sais pas, enfin c'est encore une fois, il y a ce truc en fait pour résumer, c'est qu'est-ce que vous foutez encore à nous écouter parler, vous écouter. Alors que vous auriez eu le temps de retourner le voir pour la 5e fois. Avant que le film sorte, il y avait sur internet, sur Twitter, sur tout ça, etc. T'avais des mecs qui faisaient qui avaient repris un gif en fait qui était dans la bande-annonce en fait sur les bras de Jake Sully en train d'harnacher sa monture et tout, et en disant putain c'est incroyable les bras qui sont dans l'eau, le truc et tout. Enfin, et effectivement quand t'as pas vu le film, tu fais putain c'est vrai que ce plan il est incroyable parce qu'en fait il a un espèce de naturalisme qui ne devrait pas être du naturalisme, si tu veux, mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tout le film est comme ça. Littéralement, tout le film est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as peut-être, allez, si tu veux enculer les mouches, t'as 3 plans d'effets spéciaux, en fait, où tu fais,
par rapport au reste, quoi. Mais vraiment, si tu veux, vraiment, bah il y a un mouvement de nez tiré à la fin dans la baston ou un truc comme ça. Mais voilà, je suis pas du tout un comment dire spécialiste de l'image de synthèse, mais j'ai cru comprendre que ce qui a longtemps été un cauchemar, c'était l'eau. Et là, je suis désolé, mais on est effectivement 3 heures à sortir, rentrer dans de l'eau, être en dessous, sentir la lumière du soleil qui est, selon la profondeur. Et bon, sans parler de la performance capture sur les scènes sous-marines où justement ils ont dû lutter. Non, mais il y a un truc tout bête, vous voyez, c'est marrant, aucun de vous deux ne l'a cité en fait, c'est qu'il te mêle un humain au Navy en permanence. Tout le temps. Ce qui est une contradiction permanente, fondamentale avec la façon de tourner ce film-là. Et aucun d'entre vous ne s'est posé cette question-là, alors qu'elle est fondamentale en fait. Je pense que ça a été un vrai enfer, ça à faire. Et oui, non, mais ça c'est. Je pense qu'il y a un truc où il te vend complètement. Moi, je pense il y a un moment, moi, dans le film qui arrive hyper tôt, où là, je me suis plus du tout posé la question de est-ce que ce que je vois est vrai ou pas. C'est au tout début quand Neytiri a fait sa chanson. T'as un plan de profil sur elle éclairé par un feu. Et elle est en train de faire son chant là en manipulant un collier, des perles. Et là, je sais que à partir de là, mon cerveau a lâché prise, quoi. En fait, c'est exactement la première fois, ça, en tout cas, c'était le cas. La deuxième, j'ai un peu forcé, j'ai regardé un peu la faute derrière, j'ai dit cette simu elle est moyenne, mais bon, la bouche, tout ça, c'était un truc de fou en fait. Moi, pareil, c'est exactement quand j'ai vu ce plan, j'ai fait ah ouais, putain, tu te poses plus de questions en fait. Alors ça participe de l'immersion, mais en vrai, pas que, je pense, tu vois, c'est-à-dire que tout converge. C'est vraiment, il y a ce truc en fait de à la fin, en vrai, si on a ressenti ça, si on a tous ressenti ça, alors on a quand même quelques expériences de cinéma derrière nous, si tu veux, on est plus tout jeune, hein. Donc le truc c'est que si on a déjà vécu tous ces trucs là, et qu'en fait ce mec arrive à faire ça, et donc prendre la barre qui est là et en fait la foutre là, bah la question que tu te poses c'est qu'est-ce que vous allez en faire maintenant les autres, quoi, parce que voilà, quoi. Et je pense que c'est la question, enfin elle est totalement... non mais elle est totalement rhétorique la question, parce que personne peut faire ça. C'est aussi ça le truc, il faut savoir ça en fait, c'est qu'il y a personne qui peut faire ce que fait James Cameron, tout bêtement, quoi. Donc à partir de là, bon, tu vois, est-ce que t'as envie de le scénario est trop facile, tu vois, non, voilà, tu vois, c'est tout, quoi. Non, mais c'est vrai. Il y a une vision de l'humanité, c'est quand même. Moi, je trouve qu'il y a un truc extrêmement profond de base sur le fait d'appeler ce film Avatar et de suivre la voie de l'eau, de suivre ces navis qui ne sont que la vision utopique de ce que l'on pourrait être face à ce que nous sommes devenus, et que le cinéma... Ce qu'on n'est pas seulement ce qu'on est devenu, Yann, ce que l'humain a toujours plus ou moins été aussi. Peut-être, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est cette proposition-là aussi, moi je la vois plus beaucoup, quelque chose qui... Tu vois, mais qui essaye de me reconnecter à mes fellow humans et au monde qui m'entoure. Et voilà. C'est dans un monde qui divise, on a quelque chose qui unit. Donc moi je suis comme un gosse. Donc on pourra toujours me parler de Schtroumpf, de Pocahontas, je veux dire nique ta mère, quoi. Moi le truc, ça m'y, puis voilà. Et c'est surtout que je me suis posé la question, je me suis dit mais quels sont les films qui ont réussi à me faire percevoir l'humain comme un étranger. J'ai essayé, j'ai trouvé Bambi. Si vous en trouvez d'autres. Non, mais Bambi, moi, me fait ça. C'est-à-dire que quand tu vois le truc, un peu bête, mais c'est un peu de la triche parce qu'ils parlent, ils ont des comportements un peu humanoïdes. C'est pas tout à fait la même chose. Mais là, c'est un truc dont on a un peu Happy Feet. Voilà, tout à fait. Encore une fois, on y revient. Et c'est un truc dont a un peu parlé Stéphane et tout. Mais ça, ce truc aussi de te dire. En fait, de t'envoyer un miroir sur ce qu'on est en train de faire en te donnant cette expérience extracorporelle, je sais pas comment dire, quoi. C'est quand même très troublant. Moi, je sais que au début, j'ai vu arriver ces gros baleiniers là, les gros machins et tout. J'avais l'impression d'être une baleine. Qui va y arriver à des putains de japonais là qui viennent me prendre là pour faire des sushis. Non mais tu vois, je veux dire, il y a un truc. Pourquoi j'ai sorti ça? Mais il y a un truc en fait. Non mais il y a un truc comme ça, il y a un truc où tu te dis. J'ai rarement du coup, ce bateau-là, il est à la fois magnifique et tout. J'adore les petits sous-marins et les trucs crabes. Et en même temps, tu dis mais ils sont dégueulasses ces trucs-là, c'est horrible en fait. Non mais c'est surtout en plus qu'à la fin ils t'expliquent pourquoi ils font ça.
si tu veux, où ils reprennent le truc là, qui est un truc de. Ça c'est génial, cette scène. Elle est géniale. On était censé conclure. En fait, ouais. On était censé conclure. Mais cette scène en écho, Yannick a parlé du mythe de Jonas tout à l'heure, et cette scène en écho chez les humains qui reduplique en fait ce que le gamin, ce que le hack a vécu, mais sauf qu'ils prennent le truc, c'est d'une force aussi, ça, je trouve que narrativement, déjà arriver à te planter ce truc-là, du gamin qui rentre dans la bouche, que t'acceptes ce truc-là, que tu sois émerveillé quand tu vois l'intérieur de sa gueule, et que plus tard, il arrive à te refaire le même truc avec les humains, où là, t'es dégoûté, et en même temps, il y a un truc organique, et en même temps, c'est jouissif à voir, du coup, tu peux pas t'empêcher de regarder et tout. Enfin, je sais pas, cette scène, c'est tout ça, rien, voilà. Quand on vous dit encore que c'est un peu simpliste comme scénar, voilà, un exemple tu vois, typique. la simplicité dont on parlait, c'est que le truc, en fait, si tu veux, c'est que moi, il y a un détail, je sais pas si ça vous a fait ça, mais en fait, dans l'écriture, et dans le design, c'est que les deux enfants, en fait, les deux garçons principaux au début là, de Jake et Neytiri, c'est qu'il y en a un qui ressemble à Neytiri et l'autre qui ressemble plus à Jake. Et en fait, celui qui ressemble à Jake, c'est Loak, tu vois. Loak, c'est ça. Hein. Oui, Loak. Ouais. En fait, Jake a du mal avec lui. Et ça, c'est un truc, si tu regardes un peu les patterns en fait, de père-fils, tu vois, etc., quand les deux se ressemblent, en fait, le fait que t'as le père qui puisse rejeter son enfant parce qu'il lui ressemble et qu'en même temps, il est pas exactement à la hauteur de ce qu'il voudrait être parce que lui-même se déteste, il y a un truc, en fait, si tu veux, qui est là. Et en fait, le simple fait qu'en l'histoire de ma vie. Non, mais... Non mais le fait tu as un divan juste ici si tu veux parler. Le fait parce que si tu regardes les acteurs qui jouent ces personnages là, en fait ils ressemblent pas du tout à Sam Worthington, enfin tu vois, je veux dire ni à Zoé Saldana. Et le truc en fait c'est un vrai choix de design en fait sur les navis quoi. Et le fait qu'ils se ressemblent comme ça et que tu te dis ah bah c'est hyper fort en fait si tu veux, alors que c'est encore une fois, c'est du métatexte, tu y penses même pas normalement. Quand je parlais de mon problème de look de Neytiri, sa furie, c'est qu'elle a effectivement perdu entre guillemets le sien. Netayam, Neytiri, ne serait-ce que dans leur nom, il y a aussi cette similarité. Non, mais je veux dire, je parlais tout à l'heure de mon problème avec Spider et du look de ce comédien et tout, mais justement, et je le mettais en regard avec Loak, mais justement, Loak, moi, il y a un truc de design que j'adore, c'est le front en fait du personnage. Il ressemble à Vincent Cassel. Il a un truc de front hyper buté en fait comme ça, du coup dans ses sourcils etc qui bloque certaines expressions. J'ai eu l'impression moi j'ai eu l'impression de voir l'incarnation de ce qu'est quelqu'un de buté en fait dans cette tête. C'est incroyable quand même d'avoir réussi à faire ça quoi. J'ai pas arrêté de me dire putain mais il est fou le design de ce perso, je l'adore. Mais même le chef du Made in China avec du pétrole dégueulasse. Le chef du clan en fait si tu veux des navis comment dire de la mer, de l'eau là, en fait en gros il a une look de statue grecque en fait si tu veux qui renvoie à ça quoi, tu vois, enfin c'est quand même il y a tout un tas de trucs comme ça, de choix qui sont faits, qui sont évidents, mais en fait en même temps qui te présentent les personnages en 2 secondes, en 2-2 quoi. Ça fonctionne, tout fonctionne quoi. Ouais, il y a un travail sur les traits qui reflète la bonhomie ou qui reflète ça se traduit, c'est-à-dire chaque personnalité est pensée à travers les expressions qui se sont construites progressivement sur sa peau, sur son. Moi je pense même à la jeune gamine là, celle qui joue la fille de la nouvelle tribu là, qui est hyper pétillante, qui a un truc dans le regard, qui est incroyable en fait. Le personnage est peut-être pas un des plus importants, mais il est incroyable. En fait, tant les yeux, c'est ses pommettes très hautes. C'est ça la rend. Ça la rend. Voilà, il y a un truc positif qui se dégage immédiatement, qui est super bien foutu. Et il y a une référence à Piranha 2. Ah bon le cinéma total de James Cameron. Non, mais parce que t'as les poissons volants, mais si tu veux, il monte dessus quoi. Mais moi je me suis dit, ah tiens, Piranha 2. Ouais, je pense. Ouais, enfin l'attaque à la mitrailleuse à la fin sur les trucs volants, c'est les Vikings dans Primal, hein. Je veux dire, c'est le même délire. Il a dit que c'est pas remis de sa vision de Primal. Non, je m'en suis pas. Bon, je crois qu'on va s'acheminer vers une conclusion doucement parce que. Non, mais la conclusion, on l'a faite, elle a duré 20 minutes. Non, je pense qu'on dit juste au revoir. Je vais mettre un point final à cette émission. Donc Avatar, la voix de l'eau est en salle depuis ce mercredi 14 décembre. Si vous voulez le voir après tout ce qu'on a dit, bien n'hésitez pas, courez-y, je pense que là on est quand même unanime. C'est le film de l'année. Voilà. Et si cette émission vous a absolument dissuadé de voir le film, mettez-le en commentaire, on aimerait bien comprendre. Mettez-le en commentaire, et si jamais c'est à cause de Julien. Et j'en profite parce qu'on a abandonné le répondeur pour cette saison, mais moi j'ai envie que si vous avez vraiment des choses à nous dire, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, laissez-nous un message sur notre répondeur, on le réactivera pour l'occasion. Envoyez un message sonore à saltempourlerépondeur@gmail.com et on le passera parce que évidemment ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis
Si jamais ce n'est pas tout de suite dans votre programme d'aller voir Avatar 2 au cinéma si vous l'avez déjà vu et que vous êtes en région parisienne, n'oubliez pas que samedi, donc après-demain samedi, 17 décembre, eh bien, nous avons la projection, la séance capture de Doberman au Club de l'Étoile en présence de Yann Kounen à partir de 19h. Vous pouvez prendre vos places sur clubdelétoile.fr. Faut vraiment être le fils à personne pour péter dans une voiture. Hein. Une des plus belles répliques de l'histoire du cinéma. Dégonder dans une voiture. Ah oui, c'est ça. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Stéphane, Yannick, Rafik, Julien, merci. Clémence. Et puis merci à Alain Mercier. Merci à vous. Merci Krishna. Et puis merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent et qui êtes un peu plus nombreux à nous suivre, à nous écouter, à nous regarder toutes les semaines. Si vous appréciez notre travail et que vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour qu'on garde notre indépendance, rendez-vous sur tipeee.com ou sur kisskissbankbank.com, mot-clé Capture Mag. En nous soutenant, vous pourrez accéder à des avantages. À des avantages, merci Alain, à des avantages, que ça soit un accès en avance à certains de nos podcasts, ou des tarifs préférentiels à nos séances capture par exemple. Donc voilà, rendez-vous sur une de ces deux plateformes, tipeee.com ou kisskissbankbank.com. Doudou me pète Alain Mercier bientôt aussi. Exactement. Et puis pour nous soutenir, alors j'ai l'impression qu'on en a tellement parlé, Raphaël. Ça c'est pas mal, on l'a feuilleté tout à l'heure. Je me casse. On l'a feuilleté avec Yannick, on se disait ça a l'air pas mal ce truc. Alors, si jamais vous êtes passé à côté, le MOOC sera disponible à partir du 15 février. 15 février, il est déjà disponible en précommande sur la Fnac, Amazon, Cultura, et voilà, on fait le tour promo. Voilà, donc le MOOC des 10 ans de Capture Mag, le bouquin, hein, c'est ça ? Le bouquin, comme dirait Arnaud. Le bouquin est disponible en précommande. Et puis si vous voulez nous soutenir également, vous pouvez toujours reposter nos contenus, repartager cette émission sur vos réseaux sociaux, parler de nous, mettez des étoiles sur les applis de podcast, ça nous aidera à nous faire connaître au plus grand monde. Et allez cliquer sur le site de Clance, on nous a fait un joli site. Oui, et effectivement, le site capturemag.fr. Je suis corporate, monsieur. Non, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. la voix de Capture Mag. Le site capturemag.fr est en ligne désormais avec toutes les archives de tous les podcasts et de toutes les émissions de Capture. Donc vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de Sale Temps qui traitera de l'actualité ciné de mi-décembre à mi-janvier. En attendant, bonne fête de fin d'année. Salut. Push.